Bien, merci. Donc au départ, c'est Anne-Marie qui m'a sollicité. Vous m'entendez bien au fond? Oui, ça va? C'est Anne-Marie qui m'a sollicité pour essayer d'aller plus loin et j'avais cette idée qui me trottait un peu dans la tête depuis un certain temps, qui était de combiner l'approche de Jung avec ce qu'on peut appeler une certaine culture des entreprises. Et donc j'ai essayé de réfléchir sur ce thème et effectivement le petit atelier qu'on a eu à quatre autour de Vinci, Philips et Le Parisien a permis d'aller un peu plus loin et en tout cas ça m'a permis à moi de mettre mes idées un peu plus au clair. Alors je vais essayer de me mettre en ordre. Voilà. Donc je voudrais vous dire en tout cas que je prends des risques parce que je vais peut-être vous dire des choses qui ne sont pas forcément canoniques. Et puis je ne suis pas moi-même diplômé MBTI, donc je vais peut-être dire des choses aussi qui vont être hétérodoxes pour vous. Et pour commencer, je voudrais vous proposer un petit exercice qui consiste à fermer les yeux et à laisser venir des archétypes. Et comme vous allez avoir des réticences, comme on en a toujours au début, je voulais vous montrer quelques archétypes à travers des images. Donc par exemple, l'image de l'animal noble et fort, que vous connaissez tous, mais ça peut donner aussi ça, dès qu'on est sur l'archétype du lion. Un autre archétype d'animal noble et fort, évidemment celui-ci, mais c'est également aussi un cheval qui est harnaché et qui travaille. Alors, bien sûr, on va passer aux femmes et aux femmes détestables. Et voici... Ah non, pas détestables, celles-là, je les adore, pardon, excusez-moi, c'est des femmes fortes, la femme puissante. Vous avez là deux écrivains, Toni Morrison et Mavis Galland, et je trouve que ce sont deux visages magnifiques de femmes dans la maturité, dans la force de l'âge, la puissance du féminin. Mais il y en a des vilaines, comme celle-ci, l'archétype de la sorcière et de la vilaine sorcière, effrayante. Bien entendu, les hommes ne sont pas en manque non plus. Et nous avons ici l'archétype, enfin une image archétypale du chien de guerre, de l'homme décidé à être violent, dangereux. Un autre archétype masculin, le vieux sage. Pourquoi il est passé là? Il n'était pas là, celui-là. Ah, il en manque un, j'en ai perdu un. Bon, écoutez, je suis désolé. J'avais des vieux sages, ils ne sont pas là, qui étaient notamment Bismarck âgé, j'essaierai de les retrouver tout à l'heure, et puis un graphiste, Hermann Zapt. En tout cas, voilà un autre vieux sage que vous connaissez tous. Cette photo assez extraordinaire, prise sur le vif. Jean-Paul II, il était encore assez jeune à ce moment-là, dans les années 90, avec ce coup de vent dans sa robe, et puis cette espèce d'effet de montagne. Vous voyez, c'est comme un homme intériorisé, profond, qui est aussi une montagne et qui est droit comme un nid. Et en même temps, j'ai retrouvé cette image de Dürer, qui est Saint-Antoine. Et regardez comme il y a, à 500 ans d'écart, les mêmes notions qui réapparaissent de la montagne, de l'homme intériorisé, l'homme saint bien sûr, et de cette croix qui est plantée. Donc c'est pour ça que je voulais vous faire réfléchir un petit peu sur les images primordiales. Vous savez qu'en allemand, on les appelle les Urbilder, c'est-à-dire des images du Ur. Ur, ça veut dire le passé des ancêtres. Une grand-mère, c'est une Urmutter. Donc c'est une aïeule. Donc ce sont des images grand-parentales, les images archétypales. Et je crois qu'on va prendre 2 secondes pour essayer de les faire venir à l'esprit. Vous êtes totalement libre d'en faire venir de toutes sortes, celles que vous souhaitez. J'espère que je n'ai pas perdu trop. Moi, je trouve qu'il fait très chaud. Peut-être laisser la porte ouverte. Bien, on ne va pas rester trop longtemps sur ce travail intérieur, mais peut-être que certains d'entre vous ont vu arriver des choses. Souvent, quand on ferme les yeux et qu'on est dans le lâcher-prise, comme on dit, on arrive à des choses intéressantes en matière d'image grand-parentale. Alors, comme introduction, j'ai voulu vous parler d'un cas particulier, qui est l'affaire du groupe Lactalis. Vous avez vu ça dans les dernières semaines ou les derniers mois. Je vois des gens qui ont l'air de connaître cette histoire, un groupe qui est un énorme groupe laitier, qui a une industrie du lait, une industrie du fromage, et qui a notamment une petite branche qui s'occupe de lait pour les nourrissons.
Et on s'est aperçu qu'un certain nombre de ces lots de lait étaient contaminés à la salmonelle. Et je voudrais interroger les sous-jacents archétypaux de cette crise. En effet, de quoi est-il question? Est-ce qu'on a affaire simplement à un géant mondial qui traverse ce qu'il appelle lui-même, ce sont ses mots, une crise du lait infantile? Ou bien est-ce qu'on a une autre lecture possible qui est de dire qu'il y a de puissants enjeux émotionnels et symboliques dans cette affaire en termes de psychologie des profondeurs, mais qui malheureusement ont été gérés par le groupe comme si c'était agi de mayonnaise ou d'un lot de jambon pas frais. Ceci a concerné bien sûr l'ensemble de la population, le pouvoir politique s'en est mêlé, il y a une grosse émotion, etc. Lactalis a été un peu traîné dans la boue, la presse lui a pas fait beaucoup de cadeaux, et on va présenter quelques images à propos de ça. Voilà l'article des Échos dans lequel le patron de Lactalis s'explique un peu. Donc il dit, vous voyez la photo du patron, ils ne l'ont pas gâté, et il dit, la crise du lait infantile contaminé va nous coûter, etc. Mais quand on est sur le lait, et quand on est sur les enfants, quel est l'archétype de référence? L'archétype de référence, c'est le soin des enfants. Et le soin infini que les êtres humains savent prendre pour un petit nourrisson. Et là, j'ai pris cette photo de Georges de la Tour, qui évidemment, ce tableau de Georges de la Tour qui s'impose, quand on voit la délicatesse notamment des mains, la main qui est là, etc., pour s'occuper de l'enfant. Autre forme de délicatesse, c'est également une image archétypale qui dit la même chose. Prendre soin d'un enfant. Premier archétype. Le second, bien sûr, c'est l'archétype du sein nourricier. Et le sein nourricier, quand on vend du lait, on est le substitut du sein maternel et du sein nourricier. Et le sein nourricier, pour un petit enfant de quelques jours, de quelques heures, c'est évidemment quelque chose de tout à fait essentiel. Et réagissant en ancien... ah bah tiens, faut pas, ça, voilà. Ça non plus. Voilà, là on a une chance. J'ai trouvé de jolies photos où on voit à quel point c'est important pour un enfant. À quel point c'est important pour un enfant. Regardez celle-là aussi. À quel point c'est vital et très essentiel. Nous sommes tous passés par là et nous sommes tous concernés. Par rapport à ça, que fait l'entreprise? Elle fait un rappel produit. Ça, c'est le site de l'entreprise, là-haut. Ici, c'est l'intitulé du site de l'entreprise, rappel produit. Pour elle, il s'agit d'un rappel produit. Effectivement, il y a un produit qui n'est pas conforme, alors on le rappelle chez les distributeurs. Et puis on argumente, alors on dit, bien entendu, et on présente des excuses. Ah ben ça s'en va. Oh là 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 là, oh là là là, le voilà, mon rappel produit. Excusez, voilà, je m'y mets. Donc là, ici, il fait une lettre de sincères excuses aux familles de victimes après l'affaire du lait infantile contaminé. Comme s'il fallait faire des excuses après une affaire. Donc c'est un langage de communicant pas très doué. Et puis, bien sûr, il y a des explications économiques. Et puis, bien sûr, il y a aussi la mise en cause d'un laboratoire. C'est un système classique de défense. C'est pas de ma faute, c'est les autres. Alors, en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est quand on est sur ce genre de dossier, d'affaires, la population était très émue. Le pouvoir politique s'en est mêlé. On a bien vu, il y a eu des interpellations, il y a eu des questionnements, etc. Parce que je crois que là-dedans, dans l'attitude du groupe, il y a une méconnaissance profonde, complète, des dimensions profondes des éléments archétypaux, si vous voulez, de la symbolique qui est derrière. Et pourtant, cet archétype, il est toujours vivant, parce que j'ai retrouvé une communication qui date d'à peu près il y a 15 ans, qui est de la Fondation Nicolas Hulot, qui, pour lever des fonds, avait sorti cette image choc, conseillée par son publicitaire, d'un sein d'où sort du poison, ou d'où sort du goudron, ou je ne sais quoi, quelque chose de mauvais en tout cas. Et c'était la Fondation Nicolas Hulot. Donc Nicolas Hulot, on ne l'a pas entendu pendant Lactalis, mais voilà. Le sein poison. Image choc, pourquoi? Parce qu'il y a un autre archétype qui est activé dans tout ça, c'est notre rapport à la nature. Quand on parle du lait, on parle de la vache. Et la vache est un symbole extraordinairement puissant, éternel, depuis en tout cas que les vaches sont domestiquées, de la nature généreuse et la nature qui nourrit les hommes et qui apporte aux hommes ce dont ils ont besoin. Donc j'ai retrouvé quelques photos bien connues que l'on peut prendre en Inde, mais à côté d'un archétype comme ça, vous avez un champion mondial qui raconte son histoire économique. Vous avez un PDG
qui dit la crise va nous coûter. Quel est ce nous? Va nous coûter des centaines de millions d'euros. Et le PDG, bien sûr, parle. Alors, il faut savoir que c'est un groupe totalement familial. Il n'est pas coté, il ne publie pas ses comptes ou presque, et il est à 95%, 98% le groupe de la famille Beignet. Donc la bonne nature, on est assez loin de la bonne nature. Et pourtant, vous voyez que ce n'est pas seulement l'Inde, c'est également, ceci est un paysan espagnol de la Galice, vous voyez son rapport à sa vache. Une photo qui n'est pas si ancienne, une photo qui a une quinzaine d'années à peine. Donc en fait, il est possible de respecter un archétype, mais c'est ce que n'a pas fait ce groupe. C'est ça qui me paraissait intéressant. J'ai oublié des images, ben ça fait rien. Écoutez, c'est pas grave, on va s'en passer. Alors, qu'est-ce que je voudrais sortir de ça? Premièrement, Lactalis. Dans un cas de gestion de crise, faut-il être conscient ou faut-il être dans l'inconscience? Et là, on a un cas typique où il y a une inconscience des enjeux archétypaux profonds. Conscient de quoi? Pas seulement de son métier économique, le métier du groupe, tout le discours que nous connaissons, pas seulement l'ADN du groupe, pas seulement les valeurs du groupe. À un moment donné, il dit « nous sommes responsables sanitairement, nous sommes une responsabilité sanitaire ». Non, il y a des sous-jacents plus profonds encore. On est responsable de fonctions vitales, profondes, qui concernent tout le monde. Et donc, il ne faut pas commettre ce que j'appelle le péché capital, de méconnaître ce que sont les archétypes sous-jacents à une entreprise et à une activité. Donc, le groupe a eu de la chance, si je puis dire, de ne pas être coté et d'être à 100% un groupe familial. Si vous voulez, on pourra y revenir. J'ai ici des éléments du dossier. Alors, qu'est-ce que c'est que les archétypes? On va quand même essayer de travailler un petit peu là-dessus. Alors, il faut prendre une définition en première approximation, parce que c'est une notion infiniment complexe, et on verra, j'essaierai de vous l'expliquer à ma manière, à quel point elle est profonde chez Jung. Donc prenons en première approximation la liste des dieux de l'Olympe, ou de tous les panthéons. Mars, c'est le dieu de la guerre, c'est donc l'archétype de la guerre. Héra, c'est l'archétype du mariage. Héra, c'est Junon. Mercure, c'est l'archétype de la vitesse de la communication et du commerce. Il n'y a pas que le Panthéon, il y a aussi le Panthéon des héroïques de l'histoire, de A à Z, de Alexandre à Zidane, en passant par Jeanne d'Arc. Il y a toutes les figures de la mémoire collective, Faust, Frankenstein, la Castafiore, les stars. Pourquoi? Parce que la littérature ne cesse de produire des images qui ont une racine archétypique puissante. Soit elle les produit, soit elle récupère d'anciennes images et elle les retravaille, comme par exemple fait Zola dans Nana. Dans Nana, Zola retravaille l'archétype de Vénus et d'Aphrodite. Le cinéma n'arrête pas avec les stars. Donc pour les entreprises, et j'en viens à ce qui nous concerne, il y a deux aspects, à mon avis. Il y a les métiers et les saints patrons des métiers, qui ont parfois été bien oubliés, mais qui existent profondément. Le saint patron des vignerons, le saint patron des écrivains, le saint patron des orfèvres, saint Éloi, etc. Et souvent, derrière ces saints catholiques, chrétiens, il y a en plus des éléments archétypaux parfaitement identifiables. Et il y a surtout le jeu du portrait chinois. Vous faites ça souvent dans les entreprises, d'une marque en disant quel est le portrait chinois d'une marque ou d'une sous-marque. Ça recoupe tout à fait la notion d'ADN du groupe. On voit beaucoup ça dans la presse, dans la littérature. Mais l'ADN est un concept flou, parce que ça veut dire tout le comportement d'un groupe économique. Son comportement rationnel, son comportement de métier, son comportement interne, externe, etc. Ce qui me paraît important dans tout ça, c'est que les archétypes sont absolument inévitables dès l'instant où on s'intéresse aux entreprises. Pourquoi ? Je crois que les entreprises sont des éléments, comme a dit notre ami qui doit venir modérer avec moi, multifactoriels complexes. C'est très compliqué une entreprise. Et donc l'entreprise n'est pas seulement la théorie, c'est-à-dire le royaume de la raison, du calcul logique, l'homo economicus, comme on dit. Il y a une part irrationnelle et une part émotionnelle forte dans les entreprises. C'est un vrai sujet. Et c'est un sujet qu'on n'a pas cessé de travailler dans l'histoire. Dans le passé, on a commencé les autres modèles de décryptage, si vous voulez, les éléments non rationnels de l'entreprise. Ça a d'abord été l'approche familiale. On disait une entreprise n'est pas qu'un lieu de calcul, c'est aussi une famille, où il y a un père, des enfants et où les gens s'aiment, paraît-il.
Autre élément émotionnel, souvent mis en avant, le sport, la compétition, le team spirit. C'est tout à fait caractéristique de certains discours de PDG. Nous avons tous entendu ça et parfois nous y sommes tombés. Également l'archétype de la guerre, puisqu'il y a concurrence dans l'entreprise, eh bien on fait la guerre à ses compétiteurs. Donc on fait une logique du combat guerrier, on se prépare à la bataille, on compte les morts, on refait ses forces, etc. On creuse des tranchées, enfin vous connaissez tous ça. Il y a également la politique et le pouvoir. De tout temps, on a dit que l'entreprise était un lieu de pouvoir. Je ne vais pas parler de la lutte des classes, qui n'est pas notre sujet, mais on dit telle entreprise est dite très politique. C'est un endroit où il y a de la politique à l'intérieur de l'entreprise. Et puis depuis peu, on a vu une efflorescence de valeurs. Les valeurs dans l'entreprise, avec un idéal de fraternité, avec l'idée qu'une entreprise est citoyenne, qu'elle est éco-responsable, qu'elle est soucieuse d'égalité homme-femme, s'occupe des minorités ou des handicapés, etc. Elle est à visage humain. Une entreprise aussi qui prétend avoir une mission. Une entreprise, alors souvent l'emploi du mot valeur, c'est de la communication, c'est pour paraître, c'est pour avoir une belle image quand on veut embaucher des cadres ou quand on veut lever des fonds. En tout cas, le mot culture est à l'ordre du jour de beaucoup de conseils d'administration et de beaucoup de comités exécutifs. Et je crois qu'on peut aller plus loin et qu'en tout cas, les archétypes jungiens apportent quelque chose pour mesurer la dimension irrationnelle de tout cela. Alors pourquoi parler d'archétypes ? D'abord, les archétypes existent. Je veux dire, ils sont absolument incontournables. C'est une réalité. Et ça, c'est un élément essentiel de la pensée de Jung, la réalité de l'inconscient. L'inconscient n'est pas pour lui quelque chose qui est l'histoire personnelle du sujet, son refoulé par rapport à son complexe mère, son complexe père ou ses histoires de famille. Pour Jung, et à la différence de Freud, c'est tout à fait évident, l'inconscient est une réalité objective, exactement comme la voiture qui passe dans la rue. Une voiture qui passe dans la rue, personne ne dit qu'elle est dans son psychisme. Donc les archétypes existent. Souvent, la raison raisonneuse les croit endormis, les croit balayés, c'est des vieilles lunes, et pas du tout, ces vieilles lunes se réveillent, comme notre ami la vache de tout à l'heure, la vache qui donne tout, c'est exactement la déesse Hathor des Égyptiens, qui a été gravement insultée dans l'affaire Lactalis. Donc il vaut mieux anticiper, il vaut mieux les connaître, ça peut servir d'être conscient de cela. Deuxièmement, l'entreprise est au cœur de mécanismes de psychologie collective. Et ça, la psychologie collective, que ce soit en interne, l'ensemble des salariés, ou que ce soit le système entreprise plus ses clients, ou bien entreprise dans l'opinion publique, etc., on a des effets de psychologie collective majeurs qui touchent les entreprises. Enfin, il y a le cas des entreprises B2C. Pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec ça, B2B veut dire entreprise dont les clients sont des entreprises. Je vends des boîtes à outils à Renault, je suis une entreprise de boîtes à outils qui fait du business avec Renault. Si par contre je vends, comme chez Danone, des yaourts à toutes les ménagères, y compris moi, eh bien nous sommes B2C. Et dès qu'on est B2C, on a une couche d'irrationnel, une couche de collectif qui se met en plus, bien sûr, sur l'entreprise. Par les marques, par la publicité, par les slogans, tous ces éléments-là viennent activer des archétypes plus ou moins consciemment. J'ai cité 3 cas au passage, Ricard, Maïf, Patek Philippe. Pourquoi ? Je vais passer très vite. Ricard, rappelez-vous, c'était une entreprise de pastis et de boissons anisées qu'on voyait avec des casquettes à la fête de l'UMA et dans les stades sportifs. Et puis brusquement, il y a eu ce coup de génie, un Ricard sinon rien, un slogan, un geste, etc. Et Ricard est passé du côté des bobos. Ça a été un travail extraordinaire de glisser d'un archétype vieillissant à un archétype nouveau. Même chose la Maïf, moi je suis frappé de voir la Maïf, sa communication au cinéma notamment avec ses petits dessins noirs et blancs, l'assureur qui s'occupe de vous, l'assureur militant. Il y a toute une préemption d'un territoire psychique qui est un territoire psychique avec des dimensions archétypales. Quant à Patek Philippe, je ne sais pas si vous voyez les publicités dans la presse, c'est l'idée qu'on s'achète une montre très chère, mais ce n'est pas du luxe, c'est de la transmission père à fils. Et le père n'a pas acheté, il est juste dépositaire temporaire d'un objet très précieux qu'il va passer à son fils. Alors ça, c'est une merveilleuse activation d'archétypes. Donc, pour moi, il est clair que l'intérêt de cela, c'est que les archétypes nous apportent une grille de lecture de plus pour apprécier quoi dans les entreprises. Eh bien, par exemple, la stratégie générale, un tournant stratégique, une gestion de crise ou bien un développement organique. Donc, c'est un outil qu'on va pouvoir utiliser.
Oh là là, c'est embêtant, j'ai perdu des images, tant pis. Je voulais vous parler avant cela d'un outil de plus pour la panoplie du coaching. Hein, on peut dire que l'archétype peut faire partie de la panoplie du coaching. Alors j'en viens à Jung. J'en viens à Jung et comment appliquer. Alors Jung n'a jamais écrit sur les entreprises. Hein, on ne peut pas tirer Jung vers les entreprises à son insu, c'est pas possible. Donc là, nous sommes des continuateurs et nous prenons des risques. Il y a une interview de 1938 que je vais vous lire un petit peu, qui me paraît extrêmement importante parce qu'elle répond à la question suivante, les dictateurs sont-ils tous les mêmes? Et on pose la question, on est fin 1938, à Jung de comparer Hitler, Mussolini, Staline, et en quoi sont-ils identiques ou non? Donc en fait, derrière cette question, il y a la question que j'ai indiquée ici, qui nous gouverne vraiment et comment est-ce qu'on nous gouverne? Et quel est le fonctionnement psychologique des chefs et des dirigeants en relation avec le peuple ou les collectifs qu'ils dirigent? Alors, je vais vous lire quelques passages. Si c'est trop long, vous me direz, mais c'est quand même un texte très intéressant. C'est dans ce livre, publié chez Buffet-Chastel, qui s'appelle C.G. Jung parle, qui est un livre très amusant parce qu'il y a à peu près une quarantaine de chapitres. C'est un recueil d'interviews, si vous voulez. D'interviews en tout genre, sur toute la vie de Jung, jeune, plus mature et jusqu'à la fin de sa vie. Des extraits de vidéos, des extraits d'interviews. Et l'interview dont je vous parle a été publiée en janvier 1939 dans le Cosmopolitan aux États-Unis. Et c'était un truc qui a rendu Jung immédiatement très célèbre aux États-Unis pour avoir eu cette prescience et cette façon de lire l'histoire à chaud. Alors on commence par lui poser la question bien classique, les journalistes adorent ça, qu'arriverait-il si on enfermait dans une pièce Hitler, Mussolini et Staline avec une simple miche de pain et un pûcher d'eau pendant une semaine? Lequel prendrait tout ou bien est-ce qu'il s'entendrait pour partager? C'est amusant comme question. Alors, réponse de Jung, je doute qu'il partagerait. Hitler, qui est un medicine man, se tiendrait à l'écart et ne participerait pas à la bagarre. Sans son peuple allemand, il serait complètement désespéré. Par contre, Mussolini et Staline, qui tous deux sont des chefs ou des hommes forts et sûrs de leur bon droit, se disputeraient le pain et l'eau, et Staline étant le plus brutal et le plus coriace, certainement aurait le dessus. Un peu plus loin, il dit ceci. Mussolini est l'homme de la force physique, il suffit de le voir pour s'en convaincre. Son allure suggère une musculature puissante. Alors, est-ce que je l'ai, mon Mussolini? Le voilà. Vous voyez la musculature puissante de Mussolini en train de faire le beau dans sa cour. Il est individuellement plus fort que ses adversaires et il est clair que sa mentalité correspond à l'esprit d'un chef. Staline est dans la même catégorie, mais lui c'est une brute, c'est un espèce de tigre rusé qui fait penser au tigre sibérien et à la façon dont Gengis Khan a pu être Staline, dit-il, et je ne serais pas étonné que Staline se fasse lui-même tsar un de ces jours. Assez bien vu. Par contre, Hitler. Alors, Hitler est complètement différent. Non, je ne l'ai pas. Ah, zut, je l'ai perdu, mon Hitler. Non, c'était pas le même. Enfin, ça fait rien. J'ai une photo d'Hitler. On voit Hitler rikiki devant le maréchal Hindenburg. Je vais essayer de la retrouver tout à l'heure, je vous la montrerai. Il dit Hitler est différent. Son corps ne suggère pas la force. La caractéristique dominante de sa physionomie est son air rêveur. Je l'ai regardé pendant la crise tchécoslovaque de 1938. Il y avait dans ses yeux le regard d'un prophète. Il est évident que Hitler appartient à la catégorie du medicine man mystique. Et comme quelqu'un faisait... Vous voyez, le medicine man mystique, cette photo est intéressante parce que c'est une photo prise en studio radio. C'est pas Hitler devant 5000 personnes. C'est Hitler dans un studio radio. On voyait une petite bouteille d'eau minérale peut-être. Et il est en train de s'exciter, évidemment, et de vibrer et de faire son travail de quelqu'un qui est en vibration. Alors, question, est-ce que Hitler a une sensibilité spéciale? Incontestablement. C'est comme s'il possédait des tentacules nerveux qui s'allongent dans toutes les directions. Cela le rend perméable à tout ce que ressent sa nation. Le secret du pouvoir d'Hitler ne réside pas dans le fait que son inconscient soit plus richement rempli que le vôtre ou le mien. Son secret est double. Premièrement, son inconscient accède de manière exceptionnelle à la conscience collective. Et deuxièmement, il laisse cette conscience collective agir en lui. Il est semblable à un homme qui écoute attentivement un flot de suggestions chuchotées par une source mystérieuse et qui agit à partir de ce que cette source lui demande.
Alors qu'en ce qui nous concerne, nous, même si de temps en temps notre inconscient fait venir quelques images, dans nos rêves notamment, nous sommes beaucoup trop rationnels et trop cérébraux pour lui obéir aussitôt. Hitler, par contre, lui, il écoute et aussitôt il agit en fonction de ce qu'il a entendu. Le vrai chef est toujours conduit. Et il entend des voix. Il dit clairement qu'Hitler entend des voix, qu'il le cite, etc. Alors, ensuite, il y a un petit dégagement sur le fait que Hitler, sur une parade militaire, par exemple, a l'air toujours emprunté. Je l'ai là, voilà. Voilà le prophète au travail, si vous voulez. Hitler est un medicine man inspiré. C'est l'image du prêtre, c'est l'image du prophète. Et ça avait frappé beaucoup Jung, qui le compare et qui le montre comme très différent des autres. Alors, si mes images sont là, j'en ai encore d'autres intéressantes sur les femmes. Mussolini et les femmes. Regardez le regard de loup. Il est en train de faire de l'œil à une brave paysanne et certainement il est connu pour avoir eu beaucoup de maîtresses. Alors est-ce que j'ai mon Hitler? Je l'ai. Voilà Hitler avec les jeunes filles. On dirait quelqu'un qui... Alors Jung, toujours, même passage en 1938. Et si Hitler se mariait? Question du journaliste. Il ne peut pas se marier. S'il se mariait, il ne serait pas Hitler marié, il cesserait aussitôt d'être Hitler. Mais ça ne lui arrivera pas. Je ne serais pas étonné d'apprendre qu'il a sacrifié entièrement sa vie sexuelle à la cause. Ce n'est d'ailleurs pas rare c'est le type de chef inspiré, prophète, medicine man. Mais par contre, c'est beaucoup plus rare chez le chef physique mâle alpha. Mussolini et Staline semblent mener des vies sexuelles tout à fait normales, alors que la passion réelle d'Hitler, c'est d'abord et avant tout l'Allemagne. Donc vous voyez l'analyse de Jung qui est quand même d'une extraordinaire précision. Eh bien, j'ai oublié beaucoup d'images, mais ça ne fait rien. On les verra après, si vous voulez. Alors, je n'ai pas l'ambition... Il y a d'autres choses quand même dans cet article que je voudrais aller très vite, c'est que Jung fait des prémonitions vis-à-vis d'Hitler. On est fin 38. D'abord, on lui pose la question, ça va vous amuser. Vous avez consacré un livre au type psychologique. De quel type relèverait, selon vous, Hitler? Réponse de Jung. Je ne le situerai absolument pas en tant qu'homme, car pris individuellement, il n'est d'aucun intérêt ni d'aucune importance. Il est simplement un grand phénomène collectif. Il n'est qu'un produit de l'époque. Il y a des millions de personnes et des milliers de courants de pensée qui passent à travers lui, mais lui, personnellement, n'a pas d'étoffe et n'a pas d'existence. Je comprends qu'il n'ait pas d'amis personnels. Il est certain qu'Hitler, Jung toujours, ne se comprend pas lui-même. S'il le faisait, il ne manquerait pas de cette absence totale de sens de l'humour et il ne se prendrait pas tant au sérieux. Il dit, il est incapable de tenir une promesse, une parole. Il n'a pas de parole personnelle parce qu'il n'a pas de psychologie personnelle. C'est un drôle d'homme. Il ne peut pas faire une promesse puisqu'en lui, il n'y a personne qui puisse faire une promesse. Parce que c'est pour ça que traiter avec Hitler, et là on est au lendemain de Chamberlain et Daladier qui se sont fait rouler par Hitler à Munich, c'est difficile de traiter avec Hitler parce qu'en fait il est la nation. Il est virtuellement la nation, et l'ennui avec une nation, c'est qu'elle ne tient pas ses promesses, c'est une force aveugle, il n'est pas question pour une nation de tenir sa parole. Donc il ne faut pas s'attendre à ce que Hitler tienne sa parole dans aucun accord, négociation ou traité international, si cela va à l'encontre de l'intérêt allemand. C'est un homme qui parle avec 78 millions de bouches, et non pas la sienne. Extraordinaire formule. Hein. Il dit qu'il est impossible de l'arrêter. On ne peut pas l'arrêter, on peut juste essayer de détourner cette marche en lui. Il dit, je ne vois pas qu'il puisse se trouver un successeur. On lui dit, mais si Hitler était amené à changer, est-ce qu'il pourrait perdre sa qualité impersonnelle? Il dit, il perdra sa place s'il perd sa voix. Je n'y crois pas, je ne crois pas non plus qu'il puisse devenir un être humain normal. Et dernière phrase quand même saisissante, il mourra probablement à son poste. 1938. Donc on comprend que les nazis aient mis les œuvres de Jung à l'index, et je pense que ceux qui n'ont pas lu Jung avec détail peuvent croire les mensonges sur lui. Alors, j'avance, et maintenant l'archétype. Il y avait une photo que je vous montrerai après, mais ça ne fait rien. Avançons. Il n'y a pas qu'Hitler dans la vie. Simplement, le modèle qu'on pourrait retrouver aussi, je voudrais dire ceci, c'est que le rapport entre Hitler et le peuple allemand, il y a eu d'autres exemples ensuite dans l'histoire, mais beaucoup moins marqués, beaucoup moins fous, beaucoup moins intenses et délirants que lui. Je pense à Gandhi, par exemple. À un moment donné, Gandhi a vraiment représenté le peuple indien. Je pense à Eva Perón et le peuple argentin, à Martin Luther King et le peuple noir aux États-Unis, ou à Nelson Mandela. Donc il y a des mécanismes comme ça qui peuvent se répéter, mais avec des gens qui étaient quand même beaucoup plus équilibrés, Dieu merci, que Hitler. Alors, l'archétype est latent. Est-ce que j'ai mes images?
Oui, j'ai mon iceberg, formidable. Est-ce que j'ai mon volcan? J'ai mon volcan, très bien. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un archétype? L'archétype, il est soit latent, soit il est activé. En ce moment, il y a plein d'archétypes qui sont possiblement dans votre cerveau ou dans le mien, qui sont complètement en sommeil, qui sont complètement tombés au fond. Ils sont au fond de la mer, ils n'ont aucune activation. L'image qui représente ça, c'est l'iceberg. Donc je montre l'iceberg. Tout le système de la psychanalyse, mais surtout celle de Jung, consiste à dire que ça, c'est la ligne de la conscience, que là, nous avons conscience, c'est ce que nous voyons, mais en dessous, il y a plein d'autres choses que nous ne voyons pas. Alors, bien sûr, il faut imaginer un oiseau. Imaginez que vous êtes un oiseau, donc dans le ciel. Quelle notion pouvez-vous avoir de tout ça? Aucune. Et c'est tout le travail psychologique et intellectuel que fait Jung. Ça consiste à essayer, en se disant nous sommes des oiseaux et nous sommes sur la partie ensoleillée de l'iceberg, on essaye de comprendre ce qui se passe en dessous. Et c'est horriblement difficile. Alors bien sûr, il n'est pas question de mettre les entreprises sur le divan. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut psychanalyser les entreprises. Mais je pense qu'on peut, en tout cas, essayer de repérer quels sont les éléments qui, pour les entreprises, sont en dessous du conscient. C'est ce que j'ai fait pour Lactalis, un peu très vite, mais on pourra y revenir. Alors la deuxième image très importante, il faut garder toujours cette image de l'iceberg, parce que souvent on voit dans des textes sur la psychanalyse ou sur Jung, on ne voit pas qu'il est en train, brusquement, il cesse de parler de l'élément conscient et il parle de l'élément inconscient. Deuxième image, le volcan. Ce n'est pas gratuit de ma part. Ce volcan, il est présent très souvent dans l'œuvre de Jung. Il est présent dans le livre rouge. Je vous avais montré des images de volcans. Il aime bien les schémas géologiques. Il considère que des choses qui étaient dans les profondeurs, au niveau des laves profondes, sont susceptibles d'éruptions volcaniques. Ces choses sont des objets psychiques, bien sûr. Donc les sous-jacents sont apparemment tranquilles, sauf qu'à un certain moment, pouf, il y a une cheminée volcanique qui s'active et il sort de la lave, il sort une énergie formidable, il sort une puissance extraordinaire, avec des effets terribles dans le conscient lui-même. Ce que le volcan veut dire, c'est l'émergence au niveau conscient de quelque chose qui précédemment était inconscient. C'est comme s'il y avait un volcan dans un iceberg. Excusez-moi, c'est un peu un collage, mais c'est comme ça qu'on peut raisonner. Troisième notion, consteller. Qu'est-ce que c'est que la constellation d'un archétype? C'est son activation. C'est un moment où un archétype qui ne demandait rien à personne, si je puis dire, fait qu'il y a constellation et il s'allume simultanément dans une source et dans des récepteurs. C'est comme s'il y avait des tas de petites étoiles qui s'allumaient dans la tête de chacun parce que collectivement, il y a une activation de l'inconscient collectif. Et le peuple allemand se comportait comme ça dans les discours de Hitler. Les étrangers, il n'y a qu'à lire les textes de Kessel, disaient « mais qu'est-ce que c'est que ce type? C'est un bouffon, qu'est-ce qu'il raconte ?» Ça ne lui faisait rien du tout. Par contre, les Allemands étaient en extase, parce que des inconscients collectifs simultanément partagés par Hitler et par son public allemand étaient activés par le discours du dictateur en question. Donc c'est un mécanisme par lequel des choses qui sont inconscientes remontent pour agir au-dessus, et avec d'autant plus de force que c'est inconscient. Alors ça peut se faire à bas bruit. Quand j'ai parlé de Lactalis, on est à bas bruit. C'est évident qu'il n'y a pas eu des défilés dans les rues avec des vaches sacrées pour insulter le PDG de Lactalis. Mais ça peut se faire aussi à bruit fort. C'est toute la différence des diverses situations. Alors, qu'est-ce que j'ai ensuite? Alors, j'ai un schéma pour essayer de faire comprendre la même chose. Je me répète, mais après tout, vous savez ce que c'est. Ah oui, un texte de Jung quand même, là aussi, dans Vision. Qu'est-ce que c'est qu'une constellation? Il se produit une sorte de fascination, une humeur psychique, absolument indispensable à l'exécution de tout effet psychique d'ordre magique. Les effets psychologiques inhabituels se produisent sur des terrains favorablement préparés. Ils ne peuvent pas se manifester sans cette constellation particulière qui nous vient par le canal de l'inconscient collectif. Il faut que l'inconscient collectif soit en vibration et que les archétypes soient activés. Le séminaire des visions, 1932. Le schéma est là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, j'ai remis la ligne conscient-inconscient, au-dessus c'est conscient, en dessous c'est inconscient. Il y a toujours une espèce de question qui est posée, ou une situation, les malheurs du peuple allemand, ou bien
Il y a du lait contaminé. Alors, s'il y a du lait contaminé dans le biberon des nourrissons, c'est quand même une question lourde. Immédiatement, il y a quelque chose qui se passe, une espèce de descente dans le profond réservoir des archétypes. Et là, selon les cas, il ne se passe rien, ou bien quelque chose est activé. Un ou plusieurs archétypes sont activés, et des réponses arrivent au niveau conscient qui constellent consciemment l'archétype X qui est activé. C'est un mécanisme un peu schématique, mais qui correspond bien, je crois, à ces mécanismes où vous avez une stimulation, une activation profonde, puis une réponse en surface. Alors, est-ce que j'ai les bons? J'ai les bons, c'est très bien. Dans la conception de Jung, tout se tient. Quand il vous parle d'inconscient collectif, il vous parle en même temps d'archétype. Quand il vous parle d'archétype, il vous parle en même temps de la réalité de l'inconscient. Ces trois notions, réalité objective de l'inconscient, extérieure au sujet, qui le sépare radicalement de Freud. Pour Freud, il n'y a pas d'inconscient extérieur au sujet. Pour Jung, le sujet, c'est vous et moi. Pour Jung, il y a un inconscient extérieur au sujet. Il appelle ça, selon les cas, l'inconscient collectif ou les archétypes éternels. Mais les archétypes éternels, qui sont des choses très difficiles à définir, prennent des formes, je suis désolé, c'est très bas, je lis ici en bas, la forme précise et datée qu'ils prennent maintenant, hier ou demain. Autrement dit, la forme de l'homme saint au pied de la montagne, nous avons vu qu'en 1507, Dürer était capable de la dessiner, et en 1990, un photographe de presse était capable de la retrouver sur Jean-Paul II au cours d'un pèlerinage ou d'une messe. Donc ça veut bien dire que le même archétype, qui est éternel, peut prendre des formes en l'an 1500 ou en l'an 2000, des formes différentes, et c'est la loi du genre. Par exemple, il y a des gens qui soutiennent que le même archétype est derrière Prométhée et Adam et Ève. Je m'explique. L'archétype qui est derrière, qui est une grande abstraction, qui est un archétype racine, si vous voulez, c'est l'acquisition d'un savoir interdit provoque une punition. Prométhée va chercher le feu, le dérobe aux dieux, il est puni, vous le savez, par le supplice de l'aigle qui lui dévore le foie incessamment. Adam et Ève mangent du fruit défendu de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils sont punis en étant chassés du paradis. On a là deux expressions qui sont complètement différentes. D'un côté, la mythologie grecque, de l'autre côté, la Bible juive et chrétienne. Mais en fait, il y a derrière la même idée. Le savoir transgressif, l'acquisition d'une connaissance transgressive est punie par une punition. Alors, autre cas, est-ce que j'ai mes photos? C'est assez intéressant. Là, je ne sais pas si j'ai mes photos. Non. Alors là, vraiment, il m'en manque beaucoup. Comment ça se fait? On peut regarder, s'il vous plaît? Parce que je suis très frustré. Escape. Il y en a qui me... Attendez, on va défiler là. Ah non, elles ont disparu. Elles n'ont pas été saisies en même temps. Non, elles n'ont pas. Ça fait rien. Écoutez, bon, on va se débrouiller. On improvise, après tout. C'est un désordre de l'archétype. Tant pis. Ah oui, non, ça va quand même être gênant. Ah non, ça va être gênant. Ça va être très embêtant. Il faudrait qu'on revienne à mes images de base. Alors, excusez-moi. Allez-y. Vous voyez, il y en a une là que j'adorais. Voilà, les voilà. C'est celle-là qu'il faudrait activer en plein écran. Présentation. Oui, on va chercher un responsable, vous inquiétez pas. Non, c'est pas le responsable, c'est que je sais pas le faire. On va voir ce que ça donne. Je vais me débrouiller. Je vais me débrouiller. C'est pas la responsable pour le coup. C'est celles qui ne sont pas passées. Vous voyez, ça c'est l'archétype du vieux sage que je voulais vous montrer. Bismarck à la retraite. Il n'a quand même pas l'air tranquille. Et puis là, on a Hermann Zapf, un grand graphiste qui a inventé des tas de choses extraordinaires que j'aime beaucoup. Bon, Lactalis, on l'avait vu. Ça, c'est une autre photo de la vache. Ça, c'est les manquantes. Ça, c'est celui-là. Voilà. Celle-là que je voulais vous montrer. Vous l'avez vue, celle-là? Oui. Vous l'avez vue. C'est très bien. Le coaching d'accompagnement. Voilà Hitler devant la force brute. Le petit pantin devant le grand maréchal. Le maréchal, c'est quelque chose. C'est toute la Prusse. Et Hitler, bon. Et cette photo-là, très extraordinaire, c'est évidemment une photo de propagande. Donc, on ne va pas la prendre comme argent comptant. C'est une photo composée. Mais vous savez que les services de propagande cinéma-photo des nazis étaient admirables. Ils savaient très bien travailler. Regardez cette photo, c'est extraordinaire. Vous avez ici Hitler qui a l'air d'un brave garçon, et vous avez 50 visages qui sont fascinés, comme s'il y avait des fils. Imaginez des fils lumineux qui vont d'un cerveau à l'autre. Voilà l'activation de l'inconscient collectif. L'inconscient collectif, c'est ça.
Alors ensuite, quelle photo pour la marée noire? Mais oui, j'ai raté ma marée noire. Je vous montre ma marée noire. C'est bien, on improvise un peu le désordre. L'archétype nous met un peu de désordre, c'est très bien. Question. Une marée noire. Une marée noire en Espagne. Comment va-t-on l'exprimer? Là, c'est mon expérience de patron de presse, si je puis dire, à l'AFP. J'ai regardé comment ça s'était passé. On cherche une image. La presse tâtonne. La presse reçoit beaucoup d'images. Elle cherche la bonne image pour parler de la marée noire. Et elle trouve d'abord celle-là. Le désespoir du gars qui ramasse le goudron, il en a pour des... etc. Un peu Sisyphe désespéré. Autre image, le travail collectif. C'est déjà un peu plus collectif. Des milliers de volontaires sont en train de nettoyer la Galice, etc. Et puis après avoir tâtonné comme ça c'est El País, hein, après avoir tâtonné sur 2 ou 3 numéros, on voit arriver la bonne image. Et la bonne image, c'est celle-là. C'est celle-là. C'est-à-dire, je la mets un peu plus près. C'est une volontaire qui a l'air d'une madone, d'une jeune fille, une jeune femme. Elle est souillée, comme la mer est souillée. Elle est douloureuse, comme une Mater Dolorosa au pied de la croix. Donc elle est toute chargée des bonnes couches archétypales, et du coup, elle dit l'essentiel. Alors, je vais revenir aux autres, parce que là, je suis bien embêté. Comment je fais pour revenir aux autres? J'ai un beau sac de nœuds, c'est bien, je suis puni. Je suis puni. On avait regardé quoi? Une à une. On va revenir à... Je ne sais pas quoi faire. Il faudrait que je revienne à mon fichier de départ. Oui, tu l'as fermé. Tu l'as fermé. Ça, c'est ma pomme. Oui, voilà. Bon, alors... Ça... On va fermer ça. Voilà mes photos. Elles sont toutes là. Là, elles sont toutes là. Oui, elles sont toutes là. Je vais travailler comme ça va être très bien. J'en étais là. J'ai vu ma marée noire, j'en suis là. Qu'est-ce que je fais? Ouh là 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 là. Vous voyez le maladroit, hein? C'est bon, là. Allez, là, j'en suis là. Coaching, Hitler, Mussolini, on va oublier ces gens-là. L'iceberg, voilà, ça c'est vu. La marée noire, nous avons fini la marée noire. Et je reviens à ça, voilà. Activer le mode plein écran. On va peut-être le laisser comme ça sera plus simple. On va être prudent, hein. Voilà. Donc, message suivant. Ah oui, pardon, non, c'est qu'est-ce que je fais là? Mais oui, bien sûr. Je suis le cas où il y a B2C. Je vous avais présenté un schéma B2B en réalité, mais le cas où il y a B2C, alors c'est encore plus compliqué parce qu'on a toujours la même chose, une situation, une question, activation de l'inconscient, mais il y a 2 remontées. Il y en a une par l'interne et une par le grand collectif externe. C'est-à-dire qu'un archétype activé va toucher non seulement l'entreprise dans sa vie courante, mais va toucher l'ensemble de l'environnement de l'entreprise. Ça paraît assez important de mettre ça dans le B2C. Ok, suivante. Alors, l'archétype détient évidemment une formidable énergie. Hein, c'est l'image du volcan d'ailleurs. Hein. Du coup, ça permet de donner à un leader une aura spéciale. L'aura du leader lui permet d'entraîner à sa suite le collectif, mais avec un risque d'inflation psychique. Ceci dit, c'est très utile dans l'entreprise d'avoir quelqu'un qui entraîne le collectif. Hein. Donc c'est tout à fait positif d'une certaine manière, mais donc ça mobilise le personnel, ça le contient, ça l'encadre, ça le soutient, ça met tout le monde dans le bon sens pour travailler pour l'entreprise, exactement comme dans une équipe. Alors attendez, on va revenir là. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Voilà. Risque d'inflation psychique. J'adore cette image, parce que ça ressemble à l'orateur, et je suis un orateur après tout, ouais, j'ai aussi eu une inflation tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe quand il y a une inflation psychique? Il se passe ça. C'est-à-dire que la parole qui sort d'un homme n'est pas seulement la parole d'un homme, c'est une parole chargée par autre chose, chargée par de l'inconscient collectif. C'est ce que dit ce schéma, et en cela, il me paraît intéressant. Hitler, c'était la même chose. Hein. Vous avez la même chose, ça ou ça, c'est pareil. Alors, une vague porteuse, et cela donne de l'énergie, non seulement au leader et à ceux qui l'entraînent, ça donne aussi de l'énergie à une marque. À une marque.
Prenez Apple. Apple s'est constamment placé à chevaucher l'archétype de l'innovation prophétique, l'innovation du monde de demain, avec en plus le souci intelligent de mettre tout ça en forme par le design. Donc Apple, c'est une vision prophétique produit plus un art du design. À l'inverse, la lamentable histoire de Kodak. La lamentable histoire de Kodak. Kodak était une entreprise en 1950 qui était géante et connue dans le monde entier. Elle est morte. Pourquoi est-elle morte? Parce qu'il y a un moment où les dirigeants ont décidé, et ça ne fait pas un peu penser au cas Philips, hein, chère Sylvie, ont décidé que le métier de Kodak, c'était de vendre des films pour l'imagerie médicale et les films des radiologues. Bah oui, mais sauf qu'évidemment, les radiologues sont passés au numérique, et Kodak est mort, et toute la branche grand public de Kodak, tous les clics-clacs, merci Kodak, le fait que tout le monde connaissait Kodak, etc., est tombé à volo et n'a plus servi à rien. Pourquoi? Parce que Kodak avait commis le péché cardinal de contredire son archétype, de le déserter, de le quitter. Eh bien, il s'est fait quitter largement, on y reviendra avec les questions. Alors, dans les entreprises maintenant, comment repérer concrètement, parce que vous êtes des gens de concret, l'action et l'influence des archétypes? Je crois qu'il faut distinguer 3 niveaux d'observation et d'analyse que j'ai appelés l'individu à l'intérieur de l'entreprise, la tribu, ou les tribus plutôt, dans l'entreprise, et le royaume, qui est l'identité globale de l'entreprise, l'identité de l'entreprise en tant que telle. L'individu d'abord. L'individu qui est saisi, voire possédé par un archétype. Généralement, c'est le PDG. Hein. Moi, j'ai connu Jean-Marie Messier, par exemple, saisi par un archétype, ou d'autres grands dirigeants. Moi-même, j'ai dû aussi tomber là-dessus. Alors, vous avez plusieurs genres. Hein. Je les ai listés, on va les voir. Vous avez le mâle alpha. Un bon cas de mâle alpha, c'est Robert Maxwell, patron de presse, anglais, enfin d'origine hongroise, qui avait racheté des tabloïds en Angleterre. Vous avez le type même du mâle alpha ici. Ça aurait pu être Francis Bouygues ou Robert Hersan ou Murdoch. Voilà un mâle alpha typique dans le domaine des médias. Vous avez une autre catégorie, c'est le prophète inspiré. Voilà un prophète inspiré. Steve Jobs, paix à son âme, c'est un grand bonhomme, jeune, et puis ensuite à la fin de sa vie, avec sa pomme, Apple, et puis ensuite avec son iPhone. Steve Jobs est vraiment un archétype de prophète inspiré. Regardez l'ami Bill Gates avec une caricature pas très gentille pour lui, donc créateur de Microsoft, comme si Microsoft allait. Évidemment, c'est une copie de Hitler, hein, d'une certaine manière. Ça, c'est une caricature, on ne va pas rester trop longtemps là-dedans. Quelqu'un de sympathique qui vient de mourir, le patron d'IKEA, c'est un prophète sociétal. Il y a des prophètes produits et il y a le prophète sociétal. IKEA, c'est vraiment un prophète sociétal. Et son petit air de Woody Allen m'a paru sympathique, j'ai voulu vous le montrer. Un autre archétype que nous allons reconnaître, oui, c'est le rusé pilote. Le rusé pilote qui sait gérer ses intérêts. Nous avons là 2 personnages. Celui-là, vous le reconnaissez, c'est le patron de Lactalis, hein, la famille Beignet. Et là, je vous ai montré ici une image formidable de l'histoire de la photographie, parce que je m'intéresse beaucoup à la photographie, comme vous le voyez, qui est le portrait d'Isambard Brunel, armateur anglais, extraordinaire personnage, qui avait armé notamment le Great Western, qui était un grand paquebot à vapeur qui traversait l'Atlantique en battant des records, etc. Et le photographe qui est génial l'a photographié devant ces chaînes d'encre qui montrent à quel point c'était un homme de fer. Et les deux se ressemblent, je trouve. Autre type possible aussi, dans les entreprises, il y a de tout. Moi, j'en ai connu, notamment au Simon Lafarge, le bon pasteur. Il y a des PDG qui disent « Je m'occupe de toutes mes brebis. Je suis le bon pasteur. » Ils se glissent, plus ou moins consciemment. Bien sûr, ils n'ont pas d'icône du Christ dans leur bureau, hein, mais ils se glissent là-dedans. « Poimen okalos hein, », le bon pasteur. Donc, l'archétype sert à tout ça. Et en fait, il se produit un mécanisme, si vous voulez, où l'archétype est derrière la tête du leader. Ces images sont intéressantes, pour ça les peintres sont quand même des gens formidables. Hein. L'ange derrière la tête, l'ange qui inspire le leader. Et le leader est tenté de chevaucher l'archétype. Hein. J'avais une photo de George Bush se prenant pour un pilote d'essai, c'était extraordinaire. Mais voilà encore une image qui dit cela. L'ange de la tête, la voix dans la tête, le daimon personnel, comme disaient les Grecs,
Donc il faut bien voir ce que cela recouvre. Je voyais ici un article du Nouvel Économiste qui parlait d'une nouvelle race de PDG dans le numérique, dans des firmes genre Netflix, Tesla, Uber, etc., Nextra Energy, sont des gens qui peuvent se permettre de perdre $1 milliard 2 années de suite et la bourse leur en redonne. Et généralement, ils ont comme caractéristique ceci: s'ils sont charismatiques, ils passent très bien à la télé, ils sont beaux gosses, ils ont un plan pour changer le monde et ils savent très bien le détailler, ils ont une croissance à 2 chiffres, voire à 3 chiffres dans certains cas, et la bourse leur donne le droit de cramer des milliards de dollars plusieurs années de suite. Sauf qu'évidemment, ce sont des joueurs de poker, et l'article dit, c'est ce qu'il appelle la distorsion de réalité. La distorsion de réalité, évidemment, sur 10 entreprises comme ça, il y en a 5 qui aboutiront à de lourdes pertes et à des write-offs considérables. Tout ça, l'archétype est mobilisé par ces gens-là, par ces PDG joueurs de poker qui ont des discours tout à fait intéressants. Alors, la tribu. Deuxième niveau, je quitte le niveau individuel pour entrer. J'ai évité de parler des petits chefs. Je sais que dans l'entreprise, il n'y a pas que les PDG, il y a aussi des petits chefs. Et certains petits chefs sont aussi sujets à la prise de possession par des archétypes, mais ça, on glissera là-dessus. Qu'est-ce que veut dire la tribu ? La tribu, c'est la compétence personnelle, soit du salarié lui-même, soit de petites équipes. Donc, vous avez dans les tribus, par exemple, les commerciaux. Les commerciaux, c'est une tribu. Vous avez les RH, vous avez les financiers. Je distingue 2 sortes de tribus. Les tribus généralistes, celles RH, finance, juridique, etc. C'est des gens, on retrouvera toujours ces fonctions-là dans toutes les entreprises, quelles qu'elles soient, B2C, B2B, etc., petites ou grandes ou moyennes. On aura cette fonction. RH, un des archétypes, c'est le dialogue, censément l'écoute, vous savez ça par cœur. Finance, un des archétypes, c'est la certification, la déontologie. Un CFO a une déontologie, il n'est pas obligé d'obéir à tous les ordres de son conseil d'administration ou de son PDG. Le juridique, c'est le cadre légal. Il y a aussi la sécurité, la logistique. On voit très bien quelles sont les tribus généralistes. Par contre, il y a d'autres types de tribus dans les entreprises, ce sont les tribus de cœur de métier. Et les tribus de cœur de métier sont essentielles pour l'entreprise, mais ce sont également des tribus. Vous avez des endroits où le cœur de métier, c'est des ingénieurs, d'autres endroits où c'est des créatifs, d'autres endroits où c'est éventuellement des commerciaux ou des responsables marketing. Par exemple, dans l'art de bâtir, je pense à Vinci, la tribu de base, c'est les ingénieurs capables de gérer un chantier, les architectes capables de dérouler un chantier. L'art de faire les voitures, ça peut être les designers ou les ingénieurs. Dans les parfums, la tribu cœur de métier, c'est le nez. L'homme qui a un nez ou la femme qui a un nez, c'est tout à fait exceptionnel. Tout ce qui est créativité, dans les industries créatives de mode, de cinéma, etc., ce sont les tribus archétypales de cœur de métier. Le troisième niveau, c'est le royaume. C'est intéressant cette idée qui nous a été amenée dans notre recherche. Je crois que c'est Sophie qui avait trouvé cette différence entre tribu, royaume, et je trouve qu'elle est très juste. C'est-à-dire, quel est effectivement le cœur de l'entreprise, son ADN. Une entreprise qui produit du vin, ce n'est pas une entreprise qui fait des moteurs d'avion. Celle qui transporte des passagers par rail n'est pas celle qui livre le courrier. Inventer des produits de beauté, du parfum, tout ça, il y a un cœur de métier qui dessine un royaume. Et par rapport à ces royaumes, il y a des archétypes. L'Oréal, par exemple, eh bien, l'archétype de la beauté traverse tout L'Oréal. Et L'Oréal, par exemple, a fait des recherches, je me rappelle, sur qu'est-ce que c'est que la beauté. Qu'est-ce que c'est que la beauté pour une Africaine? Qu'est-ce que c'est que la beauté pour une Européenne, etc. ArcelorMittal, les fonderies, c'est l'archétype d'Héphaïstos. Maintenant, il fait froid. C'est bizarre, ce truc. Nous avons un archétype de trouble. Entre mes images et la clim, il se passe quelque chose. La Poste, c'est évidemment Hermès-Mercure. Et cette dimension archétypale du royaume me paraît essentielle, par exemple, dans les métiers dangereux et les métiers risqués, et les métiers durs et pénibles. Par exemple, moi, ça m'a toujours frappé de voir à quel point les égoutiers, c'est un drôle de métier, avec leurs grosses bottes lestées de plomb, etc. C'est des gens qui ont une culture interne extraordinairement forte. Ils sont en quelque sorte en position d'affirmation de leur métier, qui n'est pas un métier très ragoûtant, que tout le monde n'aimerait pas faire, mais ils sont très fiers de leur métier en réalité, et ça leur donne de la force. Donc l'archétype du royaume. Alors, je distingue encore à nouveau B2B, B2C, je suis désolé.
Mais si le royaume est B2C, on a des éléments de trouble ou des éléments d'activation archétypale qui sont très importants puisqu'il y a un grand collectif ouvert qui interagit avec l'entreprise. C'est les retours des consommateurs en général et inversement, l'entreprise elle-même travaille constamment sur des archétypes pour ses messages extérieurs, messages publicitaires, discours de marque, communication externe, etc. Et donc, les archétypes de référence d'un royaume B2C sont en permanence sollicités, stimulés, excités, avec des allées et des retours, c'est dans les deux sens, avec des effets possibles et des effets en retour qui ne sont pas faciles à maîtriser. Par contraste, le B2B, c'est beaucoup plus calme. C'est beaucoup plus calme. Le jeu psychique est plutôt stable, simple, bien cerné. L'entreprise est au calme avec son environnement archétypal. Elle a ses clients, ses salariés, ses fournisseurs, sa réglementation. Ça fait le tour de la question. On est tranquille dans la vie. Du coup, le schéma, c'est bien ça. Une entreprise B2C a beaucoup plus d'interactions entre elle et son environnement collectif qu'une entreprise B2B. Et pour notre schéma d'activation, alors là j'ai mis des couleurs et j'ai encore plus raffiné, toujours la ligne de conscience, conscient, inconscient, une question, une situation, elle est touchée, cette question ou situation, elle est touchée par le grand collectif, elle n'est pas seulement propre à l'entreprise, elle active des archétypes, il y a des réponses internes à l'entreprise, il y a des réponses externes, et toutes ces réponses sont toutes englobées dans le grand collectif. Voilà le schéma de référence, un peu spatial plus que temporel, mais qui me paraît possible pour réfléchir à ces questions. Si on ajoutait le cas, et je me suis limité à ça, de l'entreprise cotée en bourse, alors là on aurait une nouvelle couche de complexité, parce qu'il y aurait le collectif des actionnaires. Et si on ajoutait à ça une entreprise semi-publique ou d'intérêt général, ou pour lequel l'État a des intérêts ou des particuliers, on aurait à nouveau une nouvelle couche de complexité avec un collectif de type semi-public, mais je n'ai pas été trop loin dans ce domaine. Alors, une petite incise, quand on parle du royaume, je pense qu'il y a une question intéressante pour vous, mais je ne connais pas assez bien votre métier, vous me direz si je me trompe, qui est l'embauche d'un salarié nouveau venu dans l'entreprise. Et le problème de savoir s'il fait une bêtise ou pas. En effet, il y a bien sûr ce qu'on appelle l'ADN de l'entreprise, avec son système, ses règles, etc. Mais est-ce qu'un quelqu'un qui veut entrer dans une entreprise n'est pas en train de se fourvoyer? Et là, vous en êtes vous, les copilotes ou les gardiens. Alors, dans un certain nombre de cas, le problème est réglé, parce que quand on est ingénieur pétrole, on fait carrière dans le pétrole, en général. Hein. Mais dans d'autres cas, il y en a de plus en plus d'ailleurs, des nomades, des mobiles, des gens qui hésitent entre Renault et Danone, ou entre IBM et LVMH. Parce qu'ils ont une formation financière, ou commerciale, ou marketing, ou je sais quoi. Mais en fait, font-ils le bon choix? Font-ils le bon choix du royaume? Ont-ils conscience qu'ils vont entrer dans un royaume avec certaines couleurs, certaines odeurs, etc. Et nous entrons dans les cas. Nous avons trouvé 3 cas pour illustrer cette recherche-réflexion. Le cas Vinci, le cas Philips, le cas du Parisien. Alors Vinci. Ce qui est sorti de ce cas Vinci, c'est que le groupe Vinci, et là je laisserai peut-être la parole aussi, je ne sais pas ce que vous en pensez Sylvie, est-ce que je laisserai la parole maintenant à vous trois ou pas, pour rythmer? Je vous laisse réfléchir. Je parle déjà de Vinci. Donc Vinci est en situation d'être, c'est l'expérience de Sophie Abalin, d'être dans une tension intérieure entre les chantiers ordinaires, les chantiers ordinaires où on travaille avec des architectes simples. Sophie vient, voilà, c'est ça, Sophie venait. Des architectes simples pour un projet simple. Et donc, l'essentiel du métier de Vinci, c'est de bien bâtir. Donc, les ingénieurs sont au calme, ils travaillent tranquillement, ils font leur métier, ils livrent dans les délais, ils respectent les devis et tout va bien. Et puis, il y a d'autres cas où Vinci, et vous aviez cité, Sophie, les cas, je les ai ici, de notamment le Grand Louvre de Peille, qui a ruiné l'entreprise de construction d'Humez, ou la polémique lors de la construction de la Philharmonie entre Jean Nouvel et l'entreprise de construction Bouygues, qui sont des cas extérieurs à Vinci. Et là, on a affaire à quoi? On a affaire à une diva du côté architecte, et on a affaire à un donneur d'ordre qui n'est pas simplement quelqu'un de banal, mais qui est un politique. Allez-y. Oui, alors en fait, ce qui moi, m'avait surpris
interpellée. Je peux prendre le micro. Oui. Voilà, mettez-vous là. Ce qui m'avait, moi, interpellée, c'est effectivement de voir que les gens chez Vinci qui savaient construire, qui savaient tenir tête à un client, un maître d'ouvrage et un architecte, perdaient un peu pied quand ils étaient face à un architecte divin, des grands noms de l'architecture. Et qui se comportait réellement comme une diva sur un chantier, n'étant pas à l'heure, faisant du changement. Et ça allait jusqu'à très loin parce qu'en fait, les gens sur le chantier ne savaient pas gérer. Et il fallait qu'on fasse appel au patron de Vinci pour pouvoir après parler avec l'architecte, pour revenir à quelque chose de normal, hein, ce qui doit se passer sur un chantier, c'est-à-dire qu'un maître d'ouvrage décide, un architecte dessine et des constructeurs construisent et élaborent. Voilà, donc ça c'était ça. Et aussi à la fin des chantiers, où ce qui m'avait aussi frappé, c'est que quand les chantiers se passaient très mal, c'est-à-dire pour l'entrepreneur, où tout le monde perdait beaucoup de sous, j'ai toujours été frappée, tout le monde était ravi et enchanté à la livraison et au pot de livraison de l'immeuble ou du bâtiment. Donc, tout le monde se congratulait. Et ça aussi, Bertrand, vous m'avez dit que c'était une expression que j'avais retenue, où on se levait dans l'architecte, dans l'archétype. Je ne sais pas à quel architecte je pense. C'est nouvelle. C'est Jean Nouvel, qui est encore très présent. Voilà, et nous m'avez dit, on se love, et l'archétype est puissant. Merci beaucoup. Merci Sophie. Donc, je vais juste simplement tirer 2-3 leçons avec ce que Sophie vient d'expliquer très très bien. C'est le cas où une entreprise, si vous voulez, se trouve embêtée parce que elle a une façon tranquille de faire son métier, elle le fait bien, et puis il y a certains dossiers, certains chantiers qui l'obligent à travailler différemment. Et je pense qu'il y a des ingénieurs, il y a des constructeurs, il y a des spécialistes du bâtiment qui devaient être fous furieux là-dedans. Qu'est-ce que c'est irrationnel? Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Il a changé 3 fois d'avis, il n'est pas à l'heure, etc. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est quoi? C'est que en fait, ça oblige à avoir pratiquement des équipes spécialisées pour suivre les chantiers politiques, entre guillemets politiques de l'entreprise. C'est-à-dire qu'au lieu d'être simplement dans l'archétype du geste de bien bâtir, ça tient debout, c'est du costaud, il y a des fondations, ça marche, etc. On est dans un deuxième archétype qui est le geste culturel, l'art, le dessin du porte-à-faux. Qu'est-ce que ça peut faire si ça ne tient pas debout du moment que c'est beau, hein? Donc le problème de la Grande Arche, par exemple, je vous recommande le livre sur la Grande Arche, tout à fait admirable là-dessus. Le geste sublime de l'architecte Génial, et du côté de l'élu, le geste sublime de celui qui bâtisse, comme Louis XIV, son Versailles. Et là où on se love dans l'archétype, c'est la satisfaction. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'à la fin du fin, on a dépensé 800 millions au lieu de 400, on a perdu 2 ans, mais tout le monde est content. Il y a une jouissance. D'où vient cette jouissance? C'est effectivement là que je crois qu'il y a l'archétype. Soulagement, c'est fini. Soulagement, non, oui, c'est pas seulement ça. Alors, question intéressante, comment en tenir compte dans l'organisation même? En réalité, ça obligerait presque à avoir une double organisation, en tout cas une organisation par projet à géométrie variable. Dans certains cas, les projets dits ordinaires, monsieur et madame X s'en occupent. Les projets dits politiques, hop, ça remonte, effectivement, il faut une task force, il faut prévoir des coussins, des amortisseurs et des tranquillisants. Alors, même chose aussi, et là je fais une incise mais qui me paraît intéressante, qu'est-ce qui se passe quand un manager technicien demande, ou on lui propose, à accéder aux fonctions généralistes et aux COMEX? Comment on passe de la situation où on est un bon ingénieur, hein, on est un bon dans sa tribu de métier, on sait bâtir, mais maintenant on vous dit vous allez être PDG. Et devenir PDG, c'est changer d'archétype en réalité personnel. C'est-à-dire quand on passe au niveau CEO, on passe au niveau direction générale, COMEX, on est sur le niveau dit politique, mais qu'est-ce que ça veut dire politique archétypalement? Je pense que c'est l'archétype du capitaine de navire. Un capitaine de navire n'est pas un spécialiste.
C'est un capitaine de navire. Par tous les temps, par toutes les mers, si ça va mal, s'il y a une épidémie, s'il y a des récifs, il faut être capable de gérer toutes les situations quand on est capitaine de navire. Donc l'archétype du capitaine de navire, c'est pas le travail tranquille de l'ingénieur qui sait bien faire son métier, c'est une aptitude à gérer des contradictions, à gérer des surprises, à gérer des problèmes, à faire des arbitrages, à faire la synthèse. Comme on dit, l'art de gouverner, c'est l'art du possible. Donc ce n'est pas l'art de l'impossible, au sein de multiples contradictions et parfois très poussées. Donc c'est bien un changement d'archétype que de passer d'un niveau très bon dans sa tribu à un niveau direction générale. Deuxième cas, Philips. Alors là, Philips, c'est vous, Sylvie, mais je vais juste introduire, si vous voulez, mais ensuite je vous dirai des choses. On a là un groupe où le problème, c'est la disparité et même parfois la bigarrure, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on fait un peu cohabiter la carpe et le lapin dans un groupe comme Philips, tel qu'il était, d'après ce que vous nous avez décrit. C'est un groupe où il y a des divisions B2B, notamment dans la santé, qui vendent de l'imagerie médicale, des scanners, des choses comme ça. Et c'est un groupe qui continue à faire du petit électroménager, tout ce qu'on trouve chez Darty. Alors venez nous expliquer, Sylvie. Voilà. Merci. Alors, moi, ce que j'ai trouvé intéressant par rapport à cette réflexion archétypale, et puisque le cas Philips pouvait emmener apporter au sujet, c'est qu'il y a toujours eu, enfin, c'est un groupe que j'ai bien connu, dans lequel j'ai travaillé dans différents secteurs, et il y a toujours eu des archétypes assez différents par secteur. D'un côté, vous avez le brun à la télé, Philips invente, pour les plus anciens qui se souviennent de publicité. Donc là, on est dans un monde d'ingénieurs, de technologie. On va fournir l'écran plat, le téléphone carré, tout un tas de choses en Be-Light. Donc on apporte vraiment de la technologie au service du consommateur. À côté, on a le petit ménager, donc, où là, si je prends le slogan il y a quelques années, c'était Philips le temps de vivre. Donc là, on est plutôt au service du consommateur, quelque chose de plus rond, beaucoup plus féminin dans l'approche, avec le rachat d'entreprises comme Avot, qui fait tout ce qui touche autour des bébés, du soin maternel, dans le café aussi. Donc on est vraiment dans quelque chose de plus convivial et de plus domestique. Et les évolutions du groupe ont fait que petit à petit, on s'est détaché du brun, enfin le groupe s'est détaché du brun pour aller plus vers le blanc et le médical. Et donc effectivement la question de dans quel archétype se reconnaît-on, parce qu'entre un scanner et du café ou des fer à repasser, c'est assez loin finalement. Merci. Alors, qu'est-ce que j'en tire comme réflexion par rapport à tout ça? Bien sûr, on pourrait juste simplement dire que c'est une question de choix de marché ou une question de centre de gravité du groupe. Ça, c'est la façon dont d'habitude on raisonne sur le problème. On dit le groupe a plusieurs centres de gravité ou des choses comme ça. Moi, je crois que quand on essaye de trouver... Le problème numéro un, c'est que Philips est une marque extrêmement ancienne, extrêmement connue, avec une forte rémanence d'histoire. Deuxièmement, c'est une marque star pour les Néerlandais. Les Néerlandais n'ont pas tellement de marques stars. Je veux dire, c'est quand même pas le bouquet de marques des Pays-Bas, qui sont un grand pays. C'est pas la même chose que la Californie ou que l'ensemble des États-Unis. Donc c'est une marque qui, en quelque sorte, est nationale. Et ça, c'est très important quand on a comme ça une marque nationale qui... Alors comment faire? Le problème est le suivant, c'est qu'effectivement, ces gens-là ne devraient pas cohabiter ensemble, normalement. Un manager cynique pourrait très bien dire « je coupe en deux ». Je mets d'un côté Philips USA, qui fait du B2B dans le monde entier, à partir d'imagerie médicale et choses comme ça, puis je mets d'un autre côté un Philips Union Européenne, basé bien sûr à Eindhoven, et qui fait du petit électroménager pour fournir Darty. Mais ils font pas ça, ils sont entre les deux. Il y a eu un grand siège, alors pour justifier un grand siège, on garde des choses, etc. Vous connaissez toute cette histoire. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, quand on est dans un système aussi contradictoire, qu'est-ce qui reste de fédérateur, à part la marque? Il ne reste plus que la finance. Et souvent, ces conglomérats, on a eu le cas avec la General Electric, on a vu le cas en France avec la Générale des Eaux dans les années 80-90, c'était des conglomérats tellement compliqués, il y avait 500 filiales dont aucune ne faisait deux fois le même métier, que le seul lien organique entre tous ces gens, à part la marque, la politique, le patron, c'était la finance.
Et donc, c'est des entreprises qui deviennent gouvernées par les contrôleurs de gestion, ce qui n'est jamais une situation très intéressante et très durable. Donc, en fait, moi, quand j'analyse ça en termes archétypaux, je dis, quel est l'archétype qui est derrière tout ça? C'est l'archétype du chaos. Osons dire que c'est l'archétype du chaos, ou bien, pour être plus gentil, celui de la tour de Babel. Mais la tour de Babel conduit au chaos et à la catastrophe aussi. C'est-à-dire que la tour de Babel, quand les gens ne parlent pas la même langue, eh bien la tour s'effondre, elle ne peut pas monter jusqu'au ciel. Bon. Donc on est bien là sur des choses où on a une tension lourde dans l'entreprise qui est vécue. Alors peut-être que d'une certaine manière, en disant aux salariés, nous sommes désolés, mais nous sommes une entreprise où il y a du chaos. Oui, acceptons-le. Ou bien nous sommes une entreprise tour de Babel. Alors ceux qui parlent telle langue dans tel coin. Donc vous voyez bien le type de problème. Pour trouver des racines archétypales à un royaume aussi divisé, on fait le grand écart. Et le grand écart n'est jamais très efficace. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Revenez. Voilà, revenez à moi. Troisième cas, le Parisien. Et là, c'est Charlotte qui va venir m'assister. Alors, le Parisien, c'est le cas qui est, alors absolument, vous allez en voir d'autres, des cas comme ça dans votre carrière. J'ai presque fini. L'entreprise face au changement numérique. Alors, l'entreprise face au changement numérique, et notamment dans la presse, c'est quelque chose parce qu'il y a un gros choc. Je me rappelle très bien des articles quand j'étais à l'AFP, on voyait sur les crises de la presse, ils appelaient ça « the perfect storm ». La tempête type, la tempête idéale, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que l'ensemble du métier est chamboulé de haut en bas et fortement. Je voudrais juste insister sur un premier point, ensuite je passerai la parole à Charlotte. C'est notamment la rupture entre un équilibre ouvrier-journaliste, qui était le fondement de la presse depuis les années 1850, et maintenant un autre équilibre qui n'est pas encore clair. L'équilibre ouvrier-journaliste, il était un peu idéal, si vous voulez. Il y avait les intellectuels, les grandes plumes, les Beuve-Méry, les je sais pas quoi, et puis le syndicat CGT du livre, les gros bras, qui étaient descendus à 25 heures par semaine, et qui travaillaient avec des très gros salaires, et il y avait une espèce d'équilibre de la terreur entre les deux. Ils s'entendaient, c'était des gens complètement hétérogènes, mais qui s'entendaient très bien pour que le journal sorte à l'heure tous les jours. Cet équilibre-là, si vous dites, il n'y a plus d'ouvriers dans le journal, il y a bien sûr autre chose à la place, notamment dans toute la préparation, ce qu'on appelle le pré-presse. Il y a d'autres types d'intellectuels. Vous avez les intellectuels informaticiens, gestionnaires de flux, metteurs en forme de format. Vous avez des intellectuels de la relation au public, du big data, etc. Et donc les journalistes, au lieu de se trouver tranquillement face à des ouvriers qui la fermaient parce que c'était des ouvriers et les autres étaient des grands journalistes, ils ont maintenant d'autres types de gens à voir en face. Charlotte, vous enchaînez. Vous avez presque... Non, j'ai pas tout dit. La temporalité. Non, mais, effectivement, lorsque j'ai travaillé au Parisien, c'était très étonnant. C'était la fierté des métiers, en particulier celle des ouvriers du livre, extrêmement anciens et des gens extrêmement bien payés, et très très fiers de leur métier. La corporation des journalistes, d'ailleurs, c'est des corporations extrêmement fortes. Et en fait, tout d'un coup, la vitesse, tout d'un coup, le numérique, tout d'un coup, le support papier qui disparaît. Et c'est vrai que c'était extrêmement angoissant pour eux, alors, et jusqu'à des absurdités, comme par exemple faire semblant de publier encore en argentique les photos, parce qu'en fait, la corporation ou l'organisation n'était pas prête à recevoir le numérique. Alors, je crois que ça a duré 3-4 ans, on faisait semblant, et en fait, les gens faisaient semblant de travailler en imprimant, alors qu'on faisait tout à fait, les journalistes eux, étaient complètement prêts à envoyer les photos avec leur ordinateur, leur appareil photo, et en fait l'organisation et les corporations n'étaient absolument pas prêtes. Donc la vitesse, le support qui disparaît, et puis effectivement les statuts et la fierté dans les statuts. Donc ça a été, et c'est encore le numérique et la vitesse, et encore dans la presse, voilà, un monde en pleine mutation. Voilà. Merci beaucoup Charlotte. Donc, vous voyez bien la dimension du problème, et c'est pas fini, parce que la presse, elle n'a pas encore réglé son problème. Tout bouge en même temps. Tout bouge en même temps. Les marchés, les métiers, les supports, les missions. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Les missions, le modèle économique, la paupérisation des métiers qui étaient payés très cher, qui ne valent plus rien, etc.
Et au fond, on est face à un archétype qui est bien connu, hein, qui est celui du gué. Le gué est un archétype. Passer d'une rive à l'autre, avec au milieu un fleuve qui peut être dangereux, on ne sait pas si le fleuve ne va pas monter dans la nuit, on abandonne du connu pour passer à de l'inconnu, comment fait-on? Ça se trouve dans le Yiking aussi. Dans le Yiking, vous avez aussi l'archétype de traverser la rivière ou traverser le lac. Et là, le problème, c'est que on ne sait pas encore vers quoi la presse va se diriger dans le futur, comment sera l'autre rive. Il y a des logiques de service public. Un Mediapart, c'est presque un service public financé par des mécènes. Vous avez au contraire des logiques B2B classiques. Les Échos trouvent des clients entreprises. Mais le problème, c'est l'information grand public. Peut-elle encore avoir de la rentabilité? En fait, elle va se décomposer. Il va y avoir décomposition de la valeur. On pourra revenir là-dessus. Et donc, le problème, c'est quel modèle reste prégnant par rapport à ça? Quelques modèles restent possibles archétypalement pour telle marque, pour telle rédaction, et quel est le chemin d'évolution? C'est tout à fait difficile. L'approche par les archétypes permet peut-être de nourrir une réflexion stratégique, mais on est dans un état de tellement de délabrement, là, pour l'instant, que je ne suis pas sûr qu'on aille très loin. J'insiste sur un autre aspect, c'est la temporalité. Passer de la presse papier à la presse numérique, c'est passer d'une heure de bouclage. Hein, le journal est fini à 17h, on imprime derrière. Donc les journalistes peuvent aller au bistrot, à un système de flux continu. Sans arrêt, il y a des news, sans arrêt, ça descend, etc. Et deuxièmement, Charlotte l'avait dit très très bien, la limite entre la vie personnelle et la vie professionnelle est bousculée aussi. On fait du journalisme de chez soi. S'il y a un événement, à 3h du matin, on se réveille, on tape sur son PC, on envoie des mails, etc. Donc il y a vraiment des tas de contraintes, et retrouver la nouvelle base est difficile. Je pense que tous les métiers bousculés par le numérique connaissent ce genre de problème. J'en arrive à la fin. Alors, pour moi, honnêtement, j'ai pris des risques en faisant cette recherche, mais je pense que c'est un outil de plus possible hein, dans la panoplie du coach. C'est-à-dire que c'est quoi? C'est une clé de lecture, une parmi d'autres, hein, vous en avez d'autres de clés de lecture de l'entreprise et de sa situation. C'est une aide à la prise de conscience par les sujets, par les opérateurs. Et surtout, ça peut être un point d'ancrage et de réassurance dans tout ce qui est changement, dans tout ce qui est incertitude, dans tout ce qui est crise. Et c'est un point d'ancrage et de réassurance qui est plutôt apaisant, me semble-t-il, puisqu'il est enraciné dans une profondeur humaine toute particulière. Et je vais vous lire un texte de Jung, qui évidemment avait tout prévu. Il n'a jamais mis les pieds dans les entreprises, mais il sait quel est l'archétype du coaching. Un texte de Jung tiré du séminaire des visions, que je vais publier bientôt, un texte du 15 juin 1932, la conférence 46 du séminaire des visions. Il parle du style égyptien de médecine. On a trouvé un texte de médecine qui explique comment procèdent les médecins égyptiens, et vous allez voir, c'est du coaching. L'ancienne médecine égyptienne se pratiquait en donnant au mal son nom juste. On a publié un codex décrivant les savoirs que devaient connaître les médecins pour traiter les malades. On dirait vraiment un manuel pratique. On y décrit le cas d'un malade souffrant d'un furoncle au cou, ce qui est plutôt grave dans la réalité. Que fait le médecin? Le médecin lit la formule à voix haute à son patient. Ouvrez les guillemets. Rouge est ton cou, virgule, chaud et gonflé, fermez les guillemets. Il répète les mots à nouveau, il redit la même chose. Vous voyez, il donne une espèce de descriptif, c'est Jung qui parle. Hein. Il nomme chaque symptôme comme si le passant les ignorait. S'il le peut, il montre même un passage du vieux manuel dans lequel l'abcès est décrit, et en fait, il raconte toute l'histoire d'un abcès. Comment ça naît, comment ça se développe, comment ça se guérit. Il fait le discours sur l'abcès. Et de même, un autre exemple dans la médecine égyptienne, toujours Jung, on peut guérir une morsure de serpent en lisant au patient l'histoire d'Isis qui empoisonna le dieu Ra en le faisant mordre par un serpent venimeux, mais ensuite elle l'en guérit. Par ces procédés, dit Jung, les faits recevaient une dénomination symbolique. Et à partir du moment où vous pouvez attribuer un nom à l'archétype vécu, lui donner un nom symbolique, alors vous sentez en vous un soulagement. C'est une sensation douce et positive, même si vous étiez face à une chose effrayante et qui vous faisait peur. C'est comme si vous parveniez à regarder l'ennemi en face, à mieux le connaître, et par suite à reprendre confiance. Vous avez trouvé des moyens peut-être de le combattre,
peut-être de vous le rendre propice. Donc l'archétype derrière le coaching, c'est faire prendre conscience. Faire prendre conscience. Je ne résiste pas au plaisir de vous infliger encore une ou deux images. D'abord l'archétype de l'orateur. Donc ça, c'est une photo d'Aragon, vous voyez, la prétention. Il prétendait que ces images seraient dans l'ordre et elles ne sont pas dans l'ordre. Et bien tant pis, c'est tant pis pour lui. En pleine inflation par rapport au réel. Et puisque nous avons passé un moment ensemble dans un esprit associatif et avec le plaisir d'être ensemble, je voudrais vous montrer l'archétype du together. Être ensemble. Et non pas être ensemble par la tête, mais être ensemble par les pieds. Et je trouve ça absolument charmant. J'aime beaucoup cet archétype du travail en commun. Voilà ce que je voulais vous montrer, et donc c'est fini. Je vous en prie. Alors, on va bien sûr avoir un temps de questions. Mais avant, je souhaitais accueillir donc Valérie d'Orgueil, qui a eu la gentillesse de bien vouloir faire une... Oui, aussi, qui a eu la gentillesse de bien vouloir modératrice. faire une mini-conclusion sur le sujet abordé par Bertrand, et puis aussi peut-être aider ou reformuler, apporter un regard de coach sur la conférence. D'abord, un grand merci à Bertrand pour ce partage généreux, parce que voilà, cette recherche a nécessité du temps, mais aussi de la passion, et que vous savez nous transmettre. Alors moi, je vais faire une conclusion tout à fait humble. L'idée étant de pouvoir resituer tout ce que Bertrand a pu partager avec nous dans nos activités finalement. Nos activités d'accompagnant, alors qu'ils soient coach, professionnels de l'accompagnement de façon plus large d'ailleurs. C'est comment intégrer cette lecture d'archétypes collectifs ou individuels dans nos activités d'accompagnement. Je trouve que vraiment cette lecture des archétypes collectifs est intéressante pour bien comprendre dans quel système nous trouvons, nous accompagnons, dans quel système aussi se trouvent nos clients, ceux que nous accompagnons, et dans quel système se trouvent aussi nos clients commanditaires. Voilà, tout ça étant bien sûr à plusieurs niveaux. Donc c'est un éclairage passionnant de ce point de vue-là. Je pense aussi que, comme toute grille de lecture, ça n'est qu'une grille de lecture. Et que ça nous renvoie, parce que nous lisons évidemment des choses dans ce qui nous entoure, ça nous renvoie à notre subjectivité d'accompagnant, qui nous sommes, et évidemment aux archétypes qui nous habitent. Ça nous renvoie donc à cette subjectivité-là, et ça nous renvoie aussi à l'humilité, aussi lorsque nous tentons de comprendre dans quel système nous nous trouvons, avec qui nous nous trouvons, face à qui, individuellement, collectivement. Et comme toute grille de lecture, c'est une grille de lecture parmi tant d'autres. C'est vrai que ça vient enrichir notre palette, et je trouve que c'est vraiment un apport fantastique, parce qu'on est quand même dans une approche où l'accompagnement, c'est accompagner des personnes dans des organisations, souvent, en tout cas pour certains d'entre nous, et que du coup l'aspect collectif ne peut pas être mis de côté, hein. On est bien dans l'accompagnement d'une personne, dans un système donné. Cette lecture des archétypes peut nous être tout à fait utile et précieuse, avec toute la vigilance qui est que nous avons une perception, que nous travaillons à partir du matériau qui nous est donné par une personne qui a une perception également, des équipes qui ont des perceptions, et qu'on est très loin de recherche de vérité, mais ça, je pense que nous en sommes tous tout à fait conscients, mais parfois c'est bon de se le rappeler, parce que les grilles de lecture, parfois, nous mettent en dehors de nous-mêmes. On tente parfois de s'y raccrocher et on passe à côté de choses beaucoup plus essentielles. Du coup, vive les grilles de lecture, mais vive aussi les accompagnants que nous sommes, et vive les personnes qui acceptent que nous les accompagnons. Voilà. Quelques petites choses, parce que moi j'avais envie de réagir par rapport à quelques
quelques éléments que vous avez exprimés, Bertrand, sur la question des tribus et des royaumes. Moi, j'ai le souvenir d'un accompagnement collectif d'un comité de direction avec un patron marketing qui était très mal en point dans ce comité de direction. C'était sa première fonction au comité de direction. Et je me souviens avoir rencontré 10 personnes, le patron, le président, qui souhaitait donc mettre en place un séminaire. Il me dit, écoutez, en fait, on vit de très beaux succès depuis 3 ans. Sur le plan relationnel, franchement, ça se passe très très bien. Bon, il y a une personne dans l'assemblée avec qui on a moins le fit, mais ça va, tout va bien. Vous voyez la suite. Ça dépendait pour qui, ça allait bien. Et donc je rencontre, comme à chaque fois, sur ces 10 personnes, les 10 personnes individuellement, comme je le fais assez traditionnellement avant qu'on se réunisse en collectif. Et sur ces 10 personnes, il se trouve que 9 d'entre elles, alors elles avaient le même type, on va parler de typologie, hein, mais bon, mais probablement portaient un archétype tout à fait commun. La 10e personne que je rencontre me dit, écoutez, c'est bien simple, madame, ce rendez-vous individuel était fixé dans mon agenda, donc je suis venue, mais autant vous le dire, je ne serai pas là au séminaire collectif. Ça fait 3 ans que j'essaie de contribuer sur les sujets transversaux, je n'y parviens pas. C'est mon premier poste en CODIR, je crois que j'ai pas l'étoffe. Vous voyez la personne vraiment en remise en cause professionnelle assez avancée. Je vous raccourcis l'histoire. Ce monsieur est venu. Je pense que ça a été une grande chance, à la fois dans la prise de conscience de ce qui était à l'œuvre, et une grande chance pour cette équipe parce qu'elle prenait d'énormes risques. Alors là, je ramène ça aussi à la typologie. Sur ces 10 personnes, 9 d'entre elles avaient le même type. Bon, dans les comités de direction, il y a beaucoup de cooptation, hein, et c'est vrai qu'on a tendance à aller chercher des tout pareils, hein, inconsciemment. Donc on va chercher aussi ceux qui portent des archétypes qui nous parlent aussi, hein, qui font écho, hein, avec les nôtres, et qui peuvent aussi faire écho avec celui des organisations. Cette 10e personne avait été imposée par l'action. C'est ce qui a été partagé par le groupe. Et lui venait d'un autre royaume et d'une tribu différente également, mais d'un autre royaume surtout. Et ça a été pour lui un apprentissage extrêmement douloureux, et en même temps, il est resté, hein, il n'a pas démissionné, en tout cas pas pendant l'accompagnement. Mais voilà, tout ça pour dire que voilà, entre guillemets, les erreurs de casting ou les castings forcés voilà, sont intéressants aussi à regarder sous cet angle-là, hein, sous l'angle de ce qu'on vient d'évoquer ce soir. Donc ça, c'était un premier point. Une dame aussi que j'ai accompagnée, directrice juridique, qui se questionnait beaucoup sur sa fonction de directrice juridique. En fait, elle s'est aperçue qu'elle avait besoin de changer de royaume, mais pas de tribu. Hein, ce n'était pas le métier dont il s'agissait, c'était le royaume dans lequel elle évoluait. Donc voilà, on peut le lire maintenant de façon tout à fait intéressante au regard de ce qu'on a entendu ce soir. Des dirigeants saisis par des archétypes, mais aussi des dirigeants créateurs, hein, de royaumes, hein, qui impulsent. C'est intéressant, moi j'ai travaillé beaucoup avec Michelin pendant très longtemps. On va à Clermont-Ferrand et on va en Caroline du Nord, on a l'impression d'être au même endroit. Voilà, donc il y a quelque chose de plus fort que le lieu, hein, mais quelque chose qui est porté par un archétype. On en connaît plein, je vais juste m'arrêter là, puis après vous laissez poser des questions à Bertrand ou à moi éventuellement, mais on en connaît bien un archétype qui est celui de l'ombre, hein, si on revient aux approches typologiques, l'ombre. Marie-Louise von Franz a beaucoup travaillé sur les archétypes, notamment au travers des contes de fées. Hein, vous avez peut-être l'image de Cendrillon, avec une mère, une marâtre, 2 sœurs, hein, donc la marâtre qui pourrait être l'archétype du moi, les 2 sœurs, les fonctions auxiliaires et tertiaires, et puis la Souillon, hein, Cendrillon. Et souvent dans les contes, ce que dit Marie-Louise von Franz, c'est que celui qui fait avancer l'histoire, c'est le Benêt ou la Souillon. C'est voilà, hein, c'est elle qui se marie ensuite avec le prince. Donc voilà, c'est intéressant de revisiter aussi, au travers des films aussi, enfin voilà, tous ces archétypes sont très agissants, voilà, en même temps
à regarder avec beaucoup de distance et puis beaucoup d'humilité aussi, parce que nous sommes tous aussi saisis de ces archétypes. On est sans doute plus nombreux qu'il n'y paraît ce soir. Voilà, en quelques mots, c'est sur quoi j'avais envie de réagir sur le volcan et l'iceberg, ces manifestations. Jung dit que les archétypes, on ne peut les percevoir que par leur manifestation. Donc c'est bien par l'éruption qu'on voit qu'il y avait de la lave en sommeil. Voilà, c'est bien parce que la fonction inférieure s'exprime qu'on sait qu'elle est là. Dans certaines situations. Donc voilà, c'est cette expression-là au travers de ces éruptions. C'est parce qu'il y a de l'ombre qu'il y a de la lumière, absolument. Ouais. Oui. C'est parce qu'il y a de l'animus qu'il y a de l'anima, c'est parce qu'il y a le moi qu'il y a le soi. Enfin voilà, tout marche comme ça. Merci beaucoup. Des questions? On dit comme ça n'incite pas aux questions, Bertrand. Vous avez un rendez-vous après? Alors, dans les grands groupes, il y a un grand phénomène de recherche de diversité dans les équipes et dans les comités de direction, plus dans les grands groupes que les grandes entreprises. Est-ce que c'est pour échapper aux archétypes selon vous? Non, je crois pas. Enfin, je veux dire, c'est pas les deux niveaux ne cohabitent pas, si vous voulez. Je pense que la recherche de la diversité, c'est dans l'air du temps. Moi, j'ai vu ça quand j'étais dans certains conseils chez AXA. Alors, on était là, on comptait les femmes, on comptait les diplômés d'autres choses, on comptait les étrangers, on comptait les seniors pour les virer. Enfin, bon, voilà. C'est dans l'air du temps, si vous voulez. Il y a la notion culturelle de diversité, c'est vraiment dans l'air du temps. Je vois pas le lien avec les archétypes en eux-mêmes, parce que les archétypes, c'est beaucoup plus profond. Je crois que simplement l'entreprise, aujourd'hui, ressent le besoin de se justifier, de dire pourquoi elle est là, de le dire à ses actionnaires, à ses clients, à l'opinion générale, aux syndicats, etc. C'est compliqué, ça. C'est vraiment le côté multifactoriel des entreprises ne cesse de devenir un buisson de questions, touffu. Et là-dedans, effectivement, alors on joue des cartes comme ça qui sont dans l'air du temps. C'est comme ça que je l'analyse. Maintenant, dès que je prononce l'air du temps, vous allez me dire qu'il y a un archétype derrière. Vous aurez certainement raison, et vous aurez bien raison, mais je ne pense pas que ce soit vraiment le moteur de la recherche de la diversité qui soit à ce niveau-là. Je crois que l'entreprise veut être exemplaire. C'est pour ça que le cas Lactalis est intéressant, parce que le PDG de Lactalis, il fait le cadeau à personne, il est comme il est. Ça va lui coûter cher, mais tant pis pour lui. Mais c'est à l'ancienne, vraiment à l'ancienne. Et alors, il y a les lois, bien sûr, il y a les lois. Question. Monsieur. L'avocat. Alors, bonsoir, si vous merci beaucoup, c'était très intéressant. Je connais rien du tout à Jung et à ses idées, mais j'ai beaucoup intéressé ce que vous avez dit. Et ça appelle une question. Je pense qu'on a assisté ces dernières années à un retour du thème des héros. Alors les super-héros sont venus au cinéma. On va célébrer comme un héros quelqu'un qui va dans l'espace, pour de bonnes raisons d'ailleurs. On va célébrer des sportifs comme des héros. Il y a plein d'exemples. Est-ce qu'il faut y voir l'illustration du fait qu'aujourd'hui nos leaders, que ce soit des leaders politiques ou des dirigeants d'entreprise, ne sont pas toujours en situation d'assumer leur archétype? Est-ce que quelque part il y a une crise au niveau des leaders sur leur capacité à incarner leur archétype ou un archétype? Oui, ça c'est une question très juste, et je pense que ça touche la dimension pour Jung. Il faut bien voir que Jung est à la fois un psychanalyste du cabinet et du divan, encore qu'il n'utilisait pas le divan, et en même temps c'est quelqu'un qui a une vision globale de la société et de son évolution longue. Et c'est un penseur de ce qui se passe depuis l'an 1500, en gros,
Europe, c'est-à-dire avec la modernité, avec la Renaissance, avec le règne de la raison, avec la réforme protestante, etc. Et au terme de cette évolution qui a commencé vers l'an 1500 en Europe, on est vraiment maintenant dans des sociétés hyper laïques, extrêmement dénégatrices de l'idée qu'il puisse y avoir, je ne vais pas dire des religions, c'est pas le mot, mais du sacré ou de l'intouchable qui gouverne les sociétés. On n'est plus du tout là-dedans, à part les sociétés qui essaient de nous tirer pour des raisons différentes, je pense à l'islamisme radical, et ça c'est un autre sujet. Donc dans nos sociétés laïques, occidentales, et le reste du monde s'occidentalise, les Chinois, le Japon, etc., l'Inde, il y a effectivement une crise majeure de l'absence de référents archétypaux stables, partagés et reconnus par tous. C'est-à-dire que la sécurité psychique qui était celle de l'homme du Moyen-Âge ou qui était celle de l'homme de l'Antiquité gréco-romaine est complètement chamboulée avec cette idée qu'il n'y a plus de Dieu. Hein, le cri de Nietzsche, Dieu est mort, les dieux sont morts. Que dit Jung là-dessus? Eh bien, il dit exactement ce que vous dites, monsieur, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas morts, mais ils sont recyclés. Ils réapparaissent ailleurs et sous forme de dieux, un peu de pacotille, un peu de fer blanc. Donc comme il n'y a pas de Dieu pour dire Achille est ceci, ou bien Saint François d'Assise est cela, ou bien Saint Martin de Tours est cela, et référez-vous à cela, et bien effectivement on cherche avec Bernard Tapie, ou on cherche avec Johnny Hallyday, ou avec Zidane, un référent qui soit héroïque, qui soit susceptible d'être entre guillemets, un quasi-dieu. Donc notre société en manque de quelque chose, n'arrête pas d'en produire, des pas très brillants, mais enfin en tout cas sympathiques pour un certain nombre de cas, des saints possibles, des héros possibles, des dieux possibles, des leaders possibles, et évidemment on est toujours constamment déçus. On est constamment déçus parce que la réalité ne répond pas. Un dieu archétypal, je veux dire, essayer de remplacer Achille, vous n'allez pas remplacer Achille comme ça par Jean-Marie Messier, c'est pas possible. Je veux dire, il y a un certain moment, il y est cru, lui. C'est pas possible. Donc, on est dans cette contradiction, on patauge dedans. La réponse de Jung, ça consiste à dire, mais soyez conscients de ça. Soyez conscients de soi. Soyez conscients de ce qui vous manque. Soyez conscients de la sérénité que ça vous apporterait si vous vous disiez, mais oui, mais c'est vrai, mais c'est Achille dont j'ai besoin. C'est pas de Jean-Marie Messier, c'est Achille. Ou c'est, je sais pas, moi, la vache sacrée, justement. Et effectivement, c'est assez apaisant quand on se rend compte qu'on voulait ça et qu'on ne l'avait pas trouvé. Et par contre, on a trouvé plein d'autres choses. Donc effectivement, cette demande de héros est générale dans le monde, et les journalistes, alors, ils vont à fond là-dedans. Dès qu'ils ont un PDG à succès, ils le héroïsent extraordinairement, pour ensuite d'ailleurs, à la courbe génie con, etc., et passer par une anciodromie de l'excès à droite vers l'excès à gauche, ou de l'excès du bien vers l'excès du mal. On a tous ces processus qui sont très caractéristiques des sociétés contemporaines. C'est extraordinaire, c'est très... pour moi, c'est quelque chose qui montre qu'il y a effectivement un ballon, une excitation, un désordre considérable, avec des productions éruptives, puis des déceptions profondes. Et je pense que l'analyse de Jung est très pertinente pour gérer ça. Simplement, il ne l'a pas toujours dit avec des mots très clairs, donc il faut de temps en temps retraduire ce qu'il voulait dire pour l'appliquer aux situations contemporaines. Voilà la réaction que j'ai par rapport à ça. Mais notre société a un immense besoin de référents archétypaux stables et partagés. Ne les trouvant pas, elle en invente de faux. Comme je dis souvent, elle fait circuler de la fausse monnaie en croyant que c'est de la bonne. Mais c'est pas de la bonne. C'est pas de la bonne. Laetitia n'est pas la Vierge Marie. On a besoin de la Vierge Marie, on a Laetitia. Nous avons des Jupiters aussi. Pardon? Nous avons des Jupiters aussi. Et on a des Jupiters. Et on a des Jupiters, et Trump qui agite ses bombes face à l'autre de Corée du Nord, etc. On a des choses tout à fait instables. Ouais. Autre question? Alors, moi j'en ai une autre, je suis désolé. Allez-y, je je vous en prie. Mais c'est vraiment très intéressant ce que vous dites. Est-ce que vous faites un rapport nécessaire entre le fait d'incarner un archétype, des archétypes, et d'être dans l'éthique? Ou alors il n'y a aucun rapport entre les deux?
Ah non, il n'y a pas de rapport. Et c'est même, si vous voulez, la nature de l'archétype, il faut bien voir, il est totalement tout noir et tout blanc en même temps. C'est une chose qu'on a du mal à accepter. Mais pour Jung, c'est très clair. Un archétype contient en lui le tout noir et le tout blanc. C'est-à-dire la sorcière, l'horrible sorcière que je vous ai montrée avec ses cheveux, etc., elle est également détentrice d'un savoir salvateur. Donc, il n'y a pas de l'archétype est extraordinairement indifférent à l'éthique. C'est pas son problème du tout. Il y a un archétype de l'éthique, il y a un archétype de la justice, de l'équilibre, de la morale, c'est autre chose. Mais un archétype de base, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme archétype de base? Je sais pas, le lion fort et généreux. Le lion fort et généreux, noble et tout, il y a des moments où il est sauvage. Et il voit passer un petit lionceau, il ne sait même pas que c'est le sien, il le bouffe. Il l'égorge et il le bouffe. Autrement dit, pour Jung, l'archétype, c'est une chose très puissante qui a toujours deux faces. Alors moi, je le considère toujours un peu comme un objet qu'on prend dans la main dont on ne voit jamais toutes les faces en même temps. Un polyèdre. Hein? Ou une pièce de monnaie, d'ailleurs, c'est pareil, il y a deux faces dans une pièce de monnaie. Il y a une face noire et une face blanche. Et il n'y a pas d'éthique. Il n'y a pas d'éthique dans l'archétype. C'est de la violence, hein, c'est de la nature, c'est de la force naturelle. C'est pour ça que je vous ai montré les animaux au début. Ça me paraît important de montrer les animaux. C'est une force naturelle. Une cascade n'a pas d'éthique. Une cascade, elle descend ou elle gèle ou elle s'arrête et puis elle recommence. Une tempête de neige n'a pas d'éthique. Non. Pour Jung, c'est ça les archétypes, vraiment. Et je pense que c'est assez juste. Oui. Pour revenir à la question de la diversité de ces éventuels avec les archétypes. Oui, pardon. Pour revenir à la question de la diversité, et peut-être en réaction aux archétypes, il y a quand même quelque chose qui me frappe. Je travaille en entreprise, je suis aussi coach, et je ne peux pas avaler le discours de diversité qu'on nous sert comme ça. Je me doute bien qu'il y a des gens qui sont à fond dans la diversité, qui croient, je ne doute pas, etc. Mais ce que j'ai vu, c'est plus on standardise ces choses-là, plus ça cache l'émergence inverse. Donc, en réalité, peut-être que ça pourrait être en lien avec Jung. Jung a bien parlé, parce qu'il y a un risque d'ailleurs qui s'est avéré dans la Seconde Guerre mondiale, de l'avènement de l'homme collectif à l'intérieur. Et moi, je fais le lien entre cette diversité déclarée, malgré le fait que les combats peuvent être tout à fait authentiques, avec cet avènement de l'homme collectif. Et quand l'homme collectif n'est pas loin, l'archétype du mal n'est pas loin non plus. Et quand on voit la question de la souffrance en entreprise aujourd'hui, de la manière dont le mal se banalise, on pourrait bien dire que Lucifer nous éclaire, nous brûle. Non, mais je crois que vous soulevez un sujet très intéressant. L'homme collectif, effectivement, Jung pensait aux sociétés politiques, ou religieuses, ou associatives. Il ne connaissait pas bien l'entreprise, mais dans les entreprises, il y a effectivement un poids une inoculation de conformisme qui effectivement souvent est déguisée sous des valeurs altruistes, généreuses, des missions. Nous portons la lumière. Voilà, porter la lumière, sauver l'humanité, ça fait partie des missions. Voilà, et comme dans les chantiers, pour votre confort et votre sécurité, on défonce votre trottoir et voilà, c'est ça. C'est pour votre confort et votre sécurité, tout le monde le sait, bien sûr. Non, ça c'est cette société hyper justificative, voulant être bisounours tout le temps, gentil avec tout le monde, quoi. Ça, c'est un archétype extrêmement dangereux, ça. Extrêmement dangereux, parce que souvent, qui fait l'ange fait la bête, et en fait, il y a derrière une bête féroce, qui fera le cadeau à personne. Il y a des pages extraordinaires de Jung sur la façon dont il parle des missionnaires protestants en Afrique. C'est extraordinaire, je veux dire, vraiment, on voit que pour lui, c'est des gens qui arrivent le cœur sur la main, drapés de blanc et pour aimer tout le monde et embrasser les lépreux, puis derrière il y a des bêtes féroces qui veulent de la chair fraîche. C'est pour ça que sa pensée est intéressante, c'est parce qu'elle n'est pas dupe, elle n'est pas dupe des discours. Et il ne faut pas être dupe des discours, il faut laisser les gens les exprimer, il y a des moments où ça sert des discours. Je parle de mobilisation dans l'entreprise. Mais bien, effectivement, si on pouvait analyser ce phénomène, dans quelle mesure y a-t-il dans l'entreprise des vrais citoyens, ou y a-t-il des hommes collectifs enrégimentés?
et enrégimentés, non pas du tout par un uniforme, etc., mais dans leur tête, dans leur mail, dans leur réaction, dans leur message, on pourrait effectivement mesurer des choses. Alors, certains esprits très optimistes disent oui, mais avec le numérique, tout va changer, parce que le numérique va faire éclater les entreprises. Et là, on avait un atelier de 500 personnes, on aura 450 petites unités, chacun chez soi, qui se réuniront de temps en temps dans l'atelier pour produire quelque chose. Peut-être, je ne sais pas. Ça, c'est la technique qui le dira. Mais peut-être. Ce que vous dites, on me fait penser aussi à l'archétype, en tout cas, c'est l'esprit, c'est une roseur. Il y a quelque chose de l'emprise, de rigueur, à la zone de la fin, et je sais pas, il dit que ça fait peur. Oui, oui, ça fait peur, bien sûr. Oui. Oui. Moi, je pense que ce qui m'intéresse, c'est justement dans les postures de coach, d'accompagnement, ce côté deux têtes, genre Janus, qui est l'archétype, comment ça perturbe identitairement la personne au travail. C'est-à-dire que, parce que l'identité, elle a une face, elle a beaucoup de mal à être sur deux faces, l'identité. Et les gens cherchent une certitude de quelque chose qui n'a qu'une face. Est-ce que ça ne serait pas le contraire, leur apprendre et leur montrer que deux faces ne sont pas dangereuses, elles sont juste là? Est-ce que c'est vraiment cette double lumière et ombre contenue dans l'archétype qui perturbe plus que l'archétype lui-même? Non, mais je pense que vous touchez un point absolument central. Simplement, la question, c'est quel est le degré de confidence, d'intimité, d'honnêteté que l'on peut avoir dans ce genre de dialogue. Si on reste au superficiel du genre je suis là pour vous donner 3 conseils, je touche ma com et je m'en vais, on ne peut pas entrer là-dedans. Par contre, si effectivement on a un rapport d'être humain à être humain, on doit pouvoir aboutir à ces réflexions profondes en disant ben voilà, il faut tenir les deux opposés, il faut tenir la tension des contraires. Jung s'est efforcé de le faire, il pensait que tout le monde n'en était pas capable, mais peut-être que tout le monde en est capable, ça c'est un sujet qui est... Vous voulez réagir ? On n'en est pas capable, et en même temps, ce qu'il dit aussi, c'est que la libido, elle nous amène à développer l'ombre, pas au même niveau que la lumière, mais l'ombre quand même. Pour la question de la relation, je pense que c'est... Comment ? Oui, après on peut rentrer dans les orientations, mais en ce qui concerne ce qu'on peut dire et ce qu'on ne peut pas dire, je crois que chacun sait très bien ce qu'il peut dire ou ne peut pas dire, mais dans un cadre de coaching, on n'est pas dans un cadre de thérapie, on n'est pas dans un cadre de travail personnel, on est dans un cadre professionnel, et que bien évidemment dans ce cadre-là, et dans la relation que l'on a avec le coaché ou l'accompagné, il y a des choses que l'on peut dire ou on ne peut pas dire, et d'ailleurs c'est pas parce qu'on va les dire qu'elles seront entendues. Donc on va accompagner une personne à partir de là où elle en est, à là où elle pourra aller. Et ça me semble essentiel. Voilà, on n'a pas, même si on a toutes ces grilles de lecture, on n'a pas la possibilité, et c'est heureux, d'expliquer finalement la vie à celui qu'on accompagne, parce que en fait c'est son chemin et c'est pas celui du coach. Voilà. Et ça, moi, je pense que c'est vraiment essentiel pour nous que de garder cette prudence et puis d'être respectueux de là où on est la personne par rapport au travail qu'elle est en train de faire. Et pour certaines personnes, c'est difficile de pouvoir entendre ce qu'on est en train d'évoquer là, c'est-à-dire qu'effectivement, l'ombre, ça fait peur. Et voilà, Vous soulevez là toutes les deux quelque chose de très intéressant. Moi, j'avais vu quand je faisais de la pédagogie chez Nathan, c'est que c'est un des problèmes de tous les éducateurs, c'est quelle est la zone proximale de développement du sujet. Chaque sujet a une zone proximale de développement. Il ne faut pas qu'elle soit trop loin. Si on est trop loin, il n'y a pas de développement et on saute dans le trou. Et il y a une zone possible. Et effectivement, pour le coaching, c'est une des questions importantes. Avec nos approches typologiques, Bettelly, Goldman et autres, c'est un peu comme si on disait que connaissant la personne avec laquelle on travaille, on connaîtrait son type psychologique. En fait, quand bien même on le connaîtrait, je vais pousser le bouchon jusqu'au bout, quand bien même on le connaîtrait, à quoi cela servirait-il dans la relation d'accompagnement ?
Voilà, ce qui compte, c'est ce que la personne, elle, a à dire, et donc ça nous rappelle à la posture, mais voilà, quelle que soit la grille de lecture, voilà, ça nous rappelle à notre posture, qui est celle de, voilà, d'être sur le chemin avec l'autre, et de lui laisser faire son chemin, et encore une fois, qui n'est pas le nôtre. C'est la fin ?